Bonsoir à toutes et tous, salut Sergio, salut Pierre, salut Pio, salut Bandini, salut Akuna, salut Marité, salut Sekem, salut Nago, salut Mago, pardon, Mago Pio, salut tous les autres, vous êtes très nombreux, hein, je peux pas citer tout le monde, mais en tout cas bonsoir à toutes et tous, bienvenue aux nouvelles têtes évidemment, bienvenue aussi à celles qu'on connaît bien, qu'on a plaisir à retrouver pour 2 bonnes heures de stream, ce soir jusque 20h, 2 heures pendant lesquelles vous posez vos questions directement dans le chat, et puis moi je les passe à mes invités que je vais vous présenter dans un instant. Vous avez le droit de grogner, de chafouiner, c'est votre espace, restez courtois s'il vous plaît, on est sur le service public et pour l'instant, et c'est très bien que ça se passe toujours bien avec vous, mais je vous fais confiance. Au programme de ces 2 heures, on va faire un peu de politique fiction aujourd'hui, on n'en fait pas beaucoup, mais là on a le temps et l'espace pour le faire. On va imaginer un pays où il y aurait d'un coup d'un seul des émeutes, par exemple en plein Jeux Olympiques, parce qu'une partie des Français rejetterait le résultat d'un scrutin et que l'exécutif en place entendrait y mettre un terme, avec ou sans majorité à l'Assemblée nationale. On va aussi imaginer un président seul qui n'entendrait plus partager le pouvoir avec son Premier ministre. Et on va imaginer aussi un Premier ministre qui déciderait peut-être d'être un peu plus rapide que prévu, d'aller vite dans la réforme en puisant par exemple dans tout ce que la loi, la Constitution et la pratique de nos institutions pourraient lui permettre de faire. C'est de la fiction, mais depuis quelques semaines, il est un bruit qui bruisse, c'est que de la réalité à la fiction, il n'y a parfois qu'un pas, et peut-être faut-il parfois envisager le pire pour finalement se soulager avec le moins pire. Et si ce n'est pas la garantie d'un meilleur sommeil pour vous, quoi que vous votiez d'ailleurs, quel que soit votre bord politique, eh bien au moins vous aurez appris quelques trucs pendant cette bonne heure et demie qui nous mènera qu'à un cas coché devant laqué derrière aux 19h30 pimpante de cet aimable jeudi soir. À 19h30, on va filer à Gaza où les bombardements de l'armée israélienne continuent alors que la tension reste vive à la frontière israélo-libanaise après des menaces du chef du Hezbollah contre Israël et l'annonce d'une possible offensive au Liban. Ce sera jusque 20h pour l'heure et pour l'instant. Il est à peu près déjà demain, Sydney Tokyo. Il est 16h en temps universel. Il est exactement 18h10 passé de 26 secondes. On est un petit peu en retard, mais je vois que vous êtes très très nombreux, donc c'est très bien. Et il est bien sûr l'heure que vous voulez sur Twitch. Et bonsoir à nos invités. Bonsoir Marianne Coandé. Bonsoir. Vous êtes constitutionnaliste, pardon. Pas si facile à dire. C'est une postillonne en même temps. Vous êtes professeur de droit public à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste des institutions de la Ve République. J'aurais oublié quelque chose? C'est tout bon. À vos côtés, Vincent Martini. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Nice et à l'École Polytechnique. Et en face de moi, on a notre pigiste préféré, Jean-Christophe Gallien. Vous êtes politologue et communicant. Bonsoir et bienvenue chez vous. Cette information qui émane d'Europe 1, démentie par la présidence, qui a été ensuite retirée par la rédaction d'Europe 1, qui a installé l'idée que le président pourrait s'octroyer des pouvoirs exceptionnels dès le 7 juillet. Donc c'est un article qui a été publié sur le site d'Europe 1, retiré par la rédaction, mais qui circule encore pas mal sur Internet, qui a notamment été largement relayé par l'extrême droite sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'est une hypothèse absurde, Marianne Coandé? Alors c'est une... Et peut-être expliquer, pour recontextualiser, qu'est-ce que c'est l'article 7 de la Constitution. Vous avez ramené votre... Oui. Parce que vous êtes prof de droit consti, donc forcément vous avez une Constitution dans votre poche. Forcément, j'ai ma Constitution dans la poche. Et le texte, pour un juriste, c'est toujours ce qu'il y a de plus sûr. Alors d'abord, pourquoi un article 16 dans la Constitution? Eh bien, ça vient de la loi sur les pleins pouvoirs qui a été donnée à Vichy. C'est-à-dire qu'au moment de la Deuxième Guerre mondiale... tout à coup, l'Assemblée a paniqué, a donné tous les pouvoirs au maréchal Pétain. Et ça c'était la loi du 10 juillet 40, c'était un traumatisme terrible pour tout le monde. Donc on a voulu que ça ne se reproduise plus jamais. Donc l'article 16, c'est un peu le traumatisme psychologique de De Gaulle, plus jamais ça. Et donc, pour que ça ne se reproduise pas, on prévoit dans la Constitution qu'en cas de circonstances complètement extravagantes, exceptionnelles, le président puisse prendre les mesures exigé par les circonstances. Donc on veut que ce soit le président qui prenne les mesures et non pas n'importe qui, n'importe quel sauveur qu'on irait chercher comme ça. Alors cet article 16, donc, il donne des pouvoirs exceptionnels au président. Alors je tiens à vous le lire quand même, si c'est pas trop long, parce que c'est ce qu'il y a de plus précis. On a 1h30 pour en parler. Donc, lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, donc il faut qu'il y ait une interruption. Voilà, trois conditions cumulatives. Le président prend les mesures exigées par les circonstances, etc. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout fait pour faire face à une cohabitation. Et prétendre qu'un président démocrate pourrait faire ça,
c'est totalement abusif, ça serait évidemment un acte autoritaire inadmissible. Alors en revanche, ça peut être différent si jamais il y a vraiment toutes ces conditions qui sont réunies. Mais alors, Si voyez-vous, l'extrême droite fait des coups dans de le chat, force, il y a par exemple Eyana qui dit, qui vous demande d'ailleurs, à vous plus qu'à moi, je crois, est-ce que les termes extravagants, exceptionnels sont définis par la Constitution ? Il n'y a pas de jurisprudence constitutionnelle là-dessus. non, c'est pour ça que je vous ai lu le texte. C'est pour qu'on ait les conditions précises. Donc extravagant, exceptionnel, ça correspond à une situation de guerre, à une guerre atomique, ça correspond à une situation de peste épouvantable où la moitié des députés seraient atteints, etc. On ne sait pas précisément. Et justement, cet article est imprécis pour faire face un peu à toutes les circonstances. Vincent Martinet. Prenez la parole comme vous Alors l'entendez. oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. D'abord, l'article 16, il a été pensé par le général de Gaulle dans le cas où la France serait envahie par un de ses voisins. C'est évidemment la référence à la loi du 10 juillet 1940. C'est pas un article qui est pensé pour des circonstances politiques, fussent-elles extraordinaires. Et il faut rappeler à ceux qui nous écoutent que la seule fois où l'article 16 a été employé, c'est dans le cas d'une tentative de coup d'État. Et il a été employé entre les mois d'avril et septembre 1961 par un coup d'État qu'on appelle le coup d'État des généraux, c'est-à-dire plusieurs généraux de l'armée française qui refusaient l'indépendance de l'Algérie à venir, en pleine guerre d'Algérie, avaient tenté un coup d'État militaire contre le général de Gaulle. Donc c'était une manière de faire face à cette situation, de permettre de maintenir un état d'urgence qui surtout permettrait le contrôle du pouvoir militaire par le pouvoir civil. Donc c'est vraiment une circonstance extraordinaire. Mais par rapport aux questions que se posent peut-être les gens qui nous écoutent, dans quelles circonstances pourrait-on imaginer ce type d'extraordinarité, si tant est qu'on puisse utiliser ce terme? C'est pas la perspective d'une cohabitation, alors certainement pas avec le nouveau Front populaire, mais même avec le RN. Il faudrait qu'à cela, qui n'est pas une circonstance suffisante pour l'article 16, s'ajoute, pourquoi pas, alors là, par exemple, je sais pas moi, des manifestations, des émeutes extrêmement graves qui nécessitent des mesures immédiates qui ne seraient pas permises par le Parlement. Et à ce titre-là, on ne voit pas quelles seraient ces circonstances, parce que quelle que soit la majorité au pouvoir, je pense qu'il y aurait un consensus. Il y aurait un consensus de toute manière des forces politiques pour éviter le désordre. Donc de toute manière, c'est pas comme si vous aviez, par exemple, comme si le RN avait dit, c'est très simple, si on n'est pas élu, on appelle à marcher sur l'Assemblée nationale. Ou c'est pas comme si le nouveau Front populaire disait la même chose. Aucune force politique n'en appelle à l'intégrité de la République. Donc a priori, en effet, cet article est un hoax et il faudrait imaginer une situation totalement hors de contrôle. Et encore une fois, je rappelle qu'il y a eu des situations qui imposaient par exemple un état d'urgence, qui est la première avant l'article 16. Vous pouvez mettre en place un état d'urgence, rappelez-vous par exemple, ou un couvre-feu, rappelez-vous par exemple des émeutes urbaines en 2005. Et depuis, il y a eu des occasions dans lesquelles on a imposé l'état d'urgence ou un couvre-feu. Donc en fait, si vous voulez, les dispositions légales existent. Vous n'avez pas besoin d'en arriver jusqu'au plein pouvoir pour 6 mois pour pouvoir faire face à des situations inattendues, comme celle que pourrait éventuellement provoquer une cohabitation avec un parti radical comme le Rassemblement national, parce que c'est ça que les gens ont en tête en réalité, et à mon avis la seule situation, et je crois que ça ne sera pas du tout suffisant pour déclencher l'article 16. Ouais, alors moi j'ai un petit bémol quand même, de deux manières si vous voulez, mais en même temps le second point, c'est bien, ouais. Non, c'est le second point qui va nous réunir. Le premier point, c'est qu'effectivement on est face à une mesure qui est décrite de manière très imprécise. C'est-à-dire, elle correspond à un temps, effectivement 40, puis après début des années 60, une autre époque, un autre moment, à la fois français, européen et géopolitique plus largement. Maintenant, ce qui dit bien que c'est quelque chose qui n'a pas été bien écrit au départ, c'est que ça a été précisé depuis. C'est-à-dire que il faut le dire de manière assez forte, c'est-à-dire qu'on a quand même considéré qu'il fallait essayer en tout cas de l'encadrer un tout petit peu, ce qui veut dire que c'est pas complètement rocambolesque, c'est pas aussi réaliste que ce qui a été dit. C'est-à-dire que, pourquoi c'est pas aussi réaliste que ce qui a été dit ? Pour la seule raison précise, c'est que ça dépend d'une seule interprétation, de celle du chef de l'État. Il n'a nul besoin, il consulte, c'est tout ce qu'on lui demande, de consulter, et puis après il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, il appuie sur un bouton, il dit voilà, c'est comme ça. Alors une fois que j'ai dit ça, mais il faut le dire, c'est-à-dire que c'est pas irréaliste, pour que les gens comprennent bien qu'on n'est pas dans un... Là, on n'est pas dans un
concile de constitutionnalistes, de politistes. C'est la réalité potentielle d'un pays. Aujourd'hui, dans un contexte qui le monde bouge autour de nous, et il est traversé par des agressions différentes. Alors, elles sont pas forcément physiques, mais elles sont digitales, elles sont sociales, elles sont parfois politiques. Il y a des affrontements ça et là. C'est pas stabilisé au point où on peut le croire. Alors, une fois que j'ai dit ça, ce qui est intéressant, ce qui est positif pour le coup, c'est qu'on n'est pas dans le même contexte dans les années 60 et encore moins dans celui des années 40. Si le monde est un peu guerrier autour de nous, on vit à l'intérieur de l'Union européenne et quel que soit le chef de l'État présent ou à venir, il vit pas tout seul. On vit de manière tellement interpénétrée avec nos 26 camarades européens plus, la Grande-Bretagne plus, un voisin qui est un peu plus loin, et puis d'autres qui vivent autour, que ça paraît complexe d'aujourd'hui dans un monde qui en plus, si on va alors dans la logique économique, financière, est tellement interpénétré que si vous voulez faire ça, ça paraît très difficile aujourd'hui. Et ça, c'est un point qui est quand même essentiel à décrire, parce que ça garantit pour moi davantage encore, si vous voulez, que le droit constitutionnel, que la pratique politique potentielle qui est tellement inexistante, puisqu'on a eu une fois, vous l'avez rappelé pourquoi, et c'est tout depuis, mais qu'on a quand même essayé de se dire, oulala, attention, là, il est trop en zone libre, si vous voulez, il faut quand même qu'on essaie de dire, il y a 3 mois, puis il y a 6 mois, puis on va évaluer, le Conseil constitutionnel peut dire son avis, ainsi de suite. Donc c'est un point essentiel. Donc c'est pas de la fiction, c'est pas totalement de la fiction, ça dépend des gens, et on peut jamais savoir qui est au pouvoir. Même aujourd'hui, on ne peut pas savoir. Maintenant, là où je suis très rassuré, moi, si vous voulez, c'est par le contexte à la fois, si vous voulez, extérieur. Et j'en finis avec ce point-là. Ça nécessite malgré tout, pour que ça puisse s'activer, que l'État profond, et notamment 3 représentations particulières, il pourrait être plein pouvoir, si on veut être efficace, il faut quand même avoir un minimum de force. Ça veut dire l'armée, ça veut dire la police, ça veut dire la gendarmerie, ça veut dire la justice. Je ne crois pas aujourd'hui, si vous voulez, qu'indépendamment d'une velléité personnelle, ça puisse basculer. Donc j'ai 2 réassurances, c'est pas tant le droit, c'est pas la Constitution, c'est rien d'autre que le monde dans lequel on vit autour de nous directement, nos liens, aujourd'hui totalement, pour moi, qui sont totalement qui sont tellement forts que c'est impossible, et puis ma croyance à moi que cet état-là, ces quatre composantes, si vous voulez en particulier, ne seront pas accessibles à cette velléité. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marinette Vallière. Bonsoir Marinette. Alors vous allez devoir partager votre micro. Le studio n'est pas du tout équipé pour 4 invités. Vous deviez être 3 et vous êtes 4, donc je m'en félicite. Donc on va faire des petits allers-retours comme ça. Bienvenue chez vous. Vous avez de l'eau qui est un peu loin, mais je compte sur vos charmants voisins pour vous servir si vous aviez soif. Et nous parlions. Bienvenue. Alors oui, pardon, il faut peut-être que je vous présente peut-être aux gens. Vous êtes membre de Nous Démocratie et vous êtes contributrice à la Fondation Jean Jaurès sur la participation citoyenne. Qu'est-ce que c'est Nous Démocratie ? Alors c'est À nous la démocratie. C'est À nous la démocratie. Ouais. Ma fiche n'est pas bonne, pardon. C'est une association, un mouvement citoyen qui défend la participation citoyenne à la vie politique et donc qui promeut la démocratie directe, la démocratie délibérative, tout ça pour dire qu'il faut associer davantage les citoyens à la réflexion politique et à la fabrique des décisions, de la loi, à la fois au niveau national mais aussi au niveau local. Et vous nous arrivez du train, c'est ça, c'est ça. Vous regardez du train, n'est-ce pas ? Bienvenue chez vous. On parlait de cet article qui a été diffusé sur le site d'Europe 1 et qui a été qui a été retiré ensuite en tout cas, qui disait que le président de la République pourrait peut-être utiliser l'article 16 de la Constitution. On était en train de convenir ensemble que c'était hautement improbable, mais que c'était toutefois possible. Voilà. Je vous en prie. Oui, je reviendrai bien un tout petit peu là-dessus. Effectivement, c'est hautement improbable, mais par exemple, l'attaque informatique énorme, tout est bloqué, tout est paralysé, on peut l'envisager si, effectivement, toutes les conditions que j'ai rappelées sont précisées. Et pour répondre peut-être un peu plus à la personne qui est intervenue, quelle limite ? Parce qu'effectivement, le président prend les mesures exigées par les circonstances. Quelles sont ces mesures ? Et bien alors, ces mesures, ça peut être n'importe quoi. Parce que là encore, De Gaulle a tenu à ce que ce soit extrêmement large. En cas de catastrophe écologique, climatique et tout, c'est envisageable aussi. On le voit avec les inondations et tout ça, ça peut être beaucoup plus important. Donc, les conditions sont très limitées. Les conditions pour l'usage. Il informe la nation par un message. C'est quand même très confortable pour lui. Ça coûte pas grand-chose. Alors, sur le fond, quand même, ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.
le Conseil constitutionnel est consulté leur sujet. Il est consulté, mais même s'il dit non, c'est pas un problème du tout, il fait ce qu'il veut. Dans le chat, il y a déjà une question, une deuxième question, c'est Isaac, qui dit est-ce qu'on peut justifier l'utilisation de l'article 16 a posteriori? C'est le cas en fait, c'est ça, c'est a posteriori. Oui, non, parce que quand même, il informe la nation par un message. Bon, il faut quand même qu'il dise dans son message pourquoi il met en œuvre l'article 16, même si c'est pas explicitement précisé. Mais il y a quand même une bouée de sauvetage, c'est l'article 68 de la Constitution qui permet de destituer le président de la République lorsque en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Donc si on avait par exemple demain M. Macron ou après-demain Mme Le Pen ou M. Bardella qui utilisaient l'article 16 pour son confort, pour s'éviter une cohabitation, indéniablement, il tomberait sous le coup de l'article 68 et il risquerait une destitution. Donc ça nous rassure un peu quand même. Alors célibataire demande dans le chat, salut célibataire, est-ce que l'armée française, charmant pseudo, je te souhaite tout le meilleur bonheur du monde, l'armée française, est-ce qu'elle a le pouvoir de destituer le président de la République? C'est pas l'armée qui le destitue, le président de la République, c'est qui? C'est la haute cour de justice? Non, alors... Non, donc la destitution, elle se fait par le Parlement constitué en haute cour. Donc l'armée française, elle est soumise au pouvoir civil, au pouvoir politique, et c'est justement pour ça qu'on prévoit que le président de la République est le chef des armées. C'est pour éviter que l'armée risque de prendre le pouvoir. Il faut bien rappeler ça quand même, au fait qu'en France, comme dans le plupart des démocraties, l'armée, elle est sous le pouvoir des civils. C'est pas l'inverse. C'est-à-dire que l'armée n'est pas une puissance indépendante, elle n'est pas un corps constitué. Elle est une autorité qui dépend d'une autorité supérieure qui est celle du président de la République. Et dans la Constitution, le président de la République est chef des armées. C'est lui qui a vraiment le pouvoir plus que le ministre de la Défense, plus que le ministre des Affaires étrangères. Bon, ça c'est encore autre chose. Qui a le pouvoir de s'imposer l'armée. Encore une fois, c'est pas un hasard si en 1961, l'article 16 a été saisi par le pouvoir civil contre une forme du pouvoir militaire, parce que le général de Gaulle craignait une contagion finalement dans toute l'armée des idées qui étaient défendues par le carteron de généraux factieux dont parlait le général de Gaulle, ces 4 généraux qui s'étaient opposés à lui. Donc là, il faut quand même rappeler cela. Je pense qu'il peut y avoir des fantasmes un peu sur... parce que ces articles de la Constitution, ils sont écrits de manière volontairement très lâche, très souple, parce que ça permet beaucoup d'interprétations. Il y a plein d'articles dont on sait qu'ils sont écrits de manière imprécise, floue, pour permettre des interprétations. Ça ne veut pas dire pour autant que le pouvoir exécutif est sans contrôle. Il y a aussi une partie de l'article que vous n'avez pas cité, qui est qu'il doit consulter obligatoirement le président du Sénat, le Premier ministre, etc. Même si, on peut imaginer que c'était la même chose pour la dissolution, et on sait que la consultation a été parfois l'occasion d'un coup de téléphone de quelques minutes, une demi-heure avant. Mais encore une fois, il faut rappeler que prendre la décision d'une dissolution de l'Assemblée nationale, qui est un pouvoir, encore une fois, certes, il n'a pas été usé très si souvent, c'est la 6e fois. En 70 ans, c'est pas tant que ça. Mais c'est un pouvoir relativement ordinaire du président. Exactement. Recourir à l'article 16, évidemment, ce n'est pas du tout la même importance. Et donc, on peut imaginer que les conditions pour le faire seraient beaucoup plus scrutées par les différents corps constitués. Oui, je crois que c'est... Mais vous savez, c'est là qu'est né le petit moment de doute et la fenêtre de tir pour lancer ce genre de rumeurs. C'est-à-dire que la sidération d'un dimanche soir, au moment où on annonce les résultats d'une élection, et quand quelqu'un apparaît et sort, appuie sur un bouton et dit vous n'avez rien compris, on relance les dés, si vous voulez. Ça a été un moment, si vous voulez, qui, sur le plan institutionnel, même si c'est tout à fait permis, il n'y a rien qui l'interdit, ça a été peu usité, surtout pas dans ce contexte-là. Ça a quand même, finalement, si vous voulez, et là, il n'y a pas ça va de la gauche à la droite, en passant par le centre, partout, ses propres amis, tout le monde. Je veux dire, moi le premier, si vous voulez, si j'étais, alors je racontais perso, moi ça m'a mis tellement en colère en tant que citoyen, que j'ai mis une semaine à faire, j'ai dû faire 4 médias par jour pour faire ma thérapie, si vous voulez, parce que ça a été ma seule manière de me calmer, parce que j'ai trouvé ça, si vous voulez, tellement irresponsable, si vous voulez, pour le coup, alors là, et au sens où on l'entend du point de vue de la Constitution. Parce que il n'y avait rien, mais rien, nulle part, que ce soit politique, démocratique, ce que vous voulez, à part l'idée, après derrière, je ne vais pas faire de psychologie, si vous voulez, il y a eu plein d'interprétations, des psychanalystes, des gens qui sont rentrés dans sa tête, et tout ça. Mais ça a ouvert, si vous voulez, cette boîte à fantasmes.
Parce que quand vous émettez en tant que président et que vous croyez que vous allez pouvoir transformer quelque chose parce qu'il y a un nouveau mode narratif qui est déjà parti sur la peur ou sur les peurs juste avant, et puis là vous racontez encore une histoire, il faut que quand vous émettiez, vous ayez un tel capital de confiance pour qu'on rentre dans votre récit. Là, le récit immédiatement, il a créé l'inverse si vous voulez, c'est-à-dire une espèce de sidération, une peur inversée, et donc du coup ça a libéré toutes les possibilités derrière. Et je crois que pour moi, mon métier m'amène à travailler dans les 27 en permanence et ailleurs. Je vous assure que ça n'a pas été que français, la sidération. Et pourquoi j'étais très en colère, si vous voulez, c'est qu'immédiatement les Européens avaient l'impression qu'on leur avait volé un bout d'Europe. Mais ça a été, si vous voulez, mais personne n'a rien compris parce que tout le monde était en train de calculer, certains pays viennent à peine de rendre leurs résultats des européennes, vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on comptait, faire attention, il y a plein de... On est dans un temps qui, en plus, ouvrait une fenêtre aussi de négociations importantes, d'organisation du prochain mandat européen, dont la France, elle devait être acteur, mais tout en étant très affaiblie, donc en plus, on s'affaiblissait. Donc, il y a à la fois ceux qui ont été très contents, finalement, je pense notamment à nos camarades italiens, puis d'autres qui attendaient... Vous voyez, ça a été complexe. Donc, finalement, c'est pour ça que je vous dis, on vit plus tout seul. De Gaulle 61, c'est un monde où on est dans une maison européenne qui est quand même plus petite, où on est dans un rôle, nous, très dominant, où derrière, on regarde un autre au-delà du mur. Ouais, le monde est très différent. Aujourd'hui, tout ça est très intégré. On ne peut plus, quand on décide comme ça localement, et quand on est à Paris, en France, on est local de l'Union européenne, ce sont des affaires intérieures, il faut le penser comme ça, les Allemands le pensent comme ça depuis toujours, mais nous, on a du mal à le penser, et on ne peut pas être comme ça. Et donc, si vous voulez, ça a ouvert toute cette boîte à fantasmes. Et c'est important de raconter que, en plus, l'article 16, j'en finis là-dessus, là on parle de velléité offensive, quelqu'un qui voudrait à un moment donné s'affranchir de tout et décider qu'il peut. Moi, je suis moins rassuré que vous sur l'idée que tout ça est, encore une fois, incertain. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut être défensif. Ça peut être quelque chose qui vient contre des velléités militaires, vous l'avez dit, qui peut être contre des velléités de je ne sais quoi, qui pourrait être une menace extérieure, mais venue de l'intérieur, parce qu'il y a plein aujourd'hui, le monde est interpénétré, on ne peut plus avoir les mêmes frontières. Oui. Et donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est à la fois un vrai débat et finalement il peut être utile. Et ça, c'est intéressant au moins, parce que c'est la conséquence positive de cette affaire. C'est bien de raconter. C'est ce qui a permis Emmanuel Macron, finalement, au fur et à mesure de son mandat, on a révisé la Constitution, on a précisé un certain nombre de points. Ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, là-dessus, c'est au moins ça. Au moins cette efficacité-là, c'est pas de la créativité, mais c'est de l'efficacité au moins là-dessus. Mais après, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi contextualiser le monde dans lequel on est. Et on ne peut plus gouverner de la même manière, certainement parce que les citoyens ont évolué, vous avez raison, partout, mais aussi parce qu'on vit pas isolément. On ne vit pas isolément et c'est très important de le redire. Vincent, pardon, et Marianne, ensuite. Oui. Alors juste un petit bémol quand même. Certes, on ne vit pas tout seul, mais quand même on voit que l'extrême droite a pris le pouvoir dans beaucoup de pays aux quatre coins de la planète et qu'elle a beaucoup de mal à le quitter. Et cet article 16 aussi, il faut voir qu'il est plus ou moins dangereux selon les mains dans lesquelles il se trouve. C'est ce que je vois. Parce que voilà, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Si on met un article 16 dans les mains d'un démocrate, ça peut être un instrument de protection de la République, de la démocratie et tout. Alors, je vous rappelle qu'en 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen se voyait déjà à l'Élysée, il avait été interviewé sur France Inter et on lui avait dit « Mais attendez, si vous êtes élu, il va y avoir immédiatement des tas de manifestations en France. » Il n'a pas traîné. La Constitution me donne les moyens d'agir. Et alors, un article 16 dans les mains d'un président d'extrême droite, là, ça fait très froid dans le dos, parce que là, je ne suis pas sûre qu'on réunirait les parlementaires pour voter la destitution du président. Là, ça fait beaucoup plus peur. Surtout si les 10 parlementaires sont majoritaires. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est parce que c'est là où notre régime est quand même parlementaire à la base. Il est présidentialisé, mais au moins on a cette petite sécurité parlementaire. Il faut au moins la rappeler aussi. Juste pour Marianne aussi. Allez-y. C'est un format table ronde. Pour dire un mot sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur la sidération, le choc. Et j'entendais sur l'antenne de France Info un reportage à Marseille avec deux gens ordinaires, entre guillemets, c'était des gens de tous les jours, qui disaient d'habitude je dors très bien et là je me réveille 3 ou 4 fois par nuit, je me demande ce qui va se passer. Je pense que a fortiori ceux qui ont comme nous la charge un peu de commenter ce qui arrive, c'est évidemment une situation aussi assez anxiogène, même si, comme vous le dites, on fait sa thérapie comme on peut. Je suis content de vous avoir avec moi ce soir. Le communicant Raphaël Lorca, qui est aussi sémiologue, il parle d'un coup d'état psychique dans le monde. Il dit c'est comme si ça avait ouvert la boîte
de choses qui semblaient impossibles et qui deviennent possibles. Et ça génère, je crois, quelque chose qui est très mauvais en démocratie. La démocratie, contrairement à ce qu'on peut penser de la politique, je dis souvent ça, moi, à mes étudiants, la politique, c'est pas... Tout n'est pas possible. En fait, en politique, il y a des règles. Il y a des règles de différentes natures, évidemment. Il y a des règles institutionnelles, celles qui sont garanties par les textes. Mais il y a aussi des façons de faire de la politique qui sont plus ou moins morales. De fair play, un peu. Ben oui, il y a une question de fair play. Alors attention, parce qu'on joue toujours avec les règles. On est toujours sur une crête. Encore une fois, il faut être capable de saisir le kairos, le moment, l'opportunité. Machiavel nous dit on doit être à la fois fort comme un lion et rusé comme un renard. Donc évidemment, dans la politique, il y a cette dimension-là. Mais enfin, quand même, dans une démocratie apaisée, dans une démocratie libérale, au sens qu'elle repose sur des principes d'état de droit et sur un fonctionnement normal d'une alternance politique, l'imprévisible n'est une bonne chose que dans une dose relativement réduite. C'est-à-dire que vous ne sachiez pas qui va gagner les élections, ça, c'est en effet l'imprévisibilité de la démocratie. Mais je crois que créer en permanence des circonstances, jouer des institutions pour créer des circonstances qui permettent de mettre le pays au bord de la crise de nerfs, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne façon de gouverner en démocratie. À ce titre-là, moi j'ai dit plusieurs fois que Emmanuel Macron, il a une façon assez immorale de faire de la politique. Et je dirais même, là, je disais il n'y a pas très longtemps, qu'il est presque un forceur démocratique. C'est quelqu'un qui utilise les règles pour imposer une façon de faire à des citoyens qui ne lui ont rien demandé, d'une certaine manière. Il y a une continuité entre la campagne de 2022, où il dit je peux pas débattre, il y a l'Ukraine, comprenez, je refuse de débattre avec les autres. Il a le droit de faire tout ça, mais résultat, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de campagne réellement du président de la République, il est réélu sans campagne. Puis, il y a la réforme des retraites. Et là, il utilise toutes les armes du parlementarisme rationalisé, le 49.3, qui sont autorisées. Il n'a rien fait d'illégal, mais on voit bien quelque chose qui ne va pas. Il force finalement le consentement. Et puis maintenant, il y a cette histoire de dissolution où c'est pas le fait de faire une dissolution. Il a tout à fait le droit de le faire. Il aurait pu le décider le 14 juillet, dire écoutez, je prends 40 jours. L'article 12 dit vous avez de 20 à 40 jours. S'il avait décidé 40 jours, on se voit en septembre, il y a le temps de poser des candidatures, de faire un débat. Et d'ailleurs, ce serait cohérent avec ce qu'il avait dit sur la respiration démocratique. Je vous laisse le temps, vous organisez. Si vous souhaitez plus de moi, eh bien, on verra. Et puis en même temps, j'organise un jeu politique parce que j'ai consulté mes troupes. Mais c'est pas du tout ce qu'il fait. Il joue légalement avec des règles pour des coups, en fait. Et la politique, c'est pas que des coups. La politique, c'est quand même aussi, il faut pas l'oublier, c'est la volonté de gérer des politiques publiques, de mettre en place ou de préserver un système institutionnel, mais aussi de préserver une continuité. Et dans la politique, la continuité, c'est aussi important que les ruptures. Et il me semble que là, cette pratique de la politique, elle est, je crois, vraiment délétère, au-delà de la sidération, de l'angoisse individuelle qui nous étreint, parce qu'elle empêche tout simplement la démocratie d'avoir sa dimension de tranquillité qui est importante. Marinette, je vois acquiescer à côté. Oui, alors je vais pas forcément revenir sur l'article 16 parce que j'ai même pas lu l'article de Libération dont vous parliez. L'interview sur... je voyais Libération là, alors je pensais que c'était... Ce sont des confrères et des consoeurs comme les autres. Oui, bien sûr, mais bon, du coup je l'ai pas lu, mais en vous écoutant sur... les risques institutionnels qui sont aussi valides, enfin en tout cas qu'on peut envisager même dans le cadre de la Constitution et du point de vue de la démocratie, moi ça me fait dire, et surtout que là on est appelé à nouveau à voter, c'est que quand la démocratie c'est pas juste le vote, et nous chez nous la démocratie on défend ça, c'est pas juste aller voter régulièrement de temps en temps et lire, c'est aussi un certain nombre de principes, c'est aussi après un usage du pouvoir, ce que vous disiez, la façon dont on va exercer ensuite, dont les élus vont exercer le pouvoir, c'est quand même très important. Donc quand on vote, il faut aussi se dire c'est pas juste le devoir citoyen et c'est ça la démocratie, c'est derrière il y a la vie démocratique, le pouvoir, le rôle des élus, il y a la liberté d'expression, la liberté de la presse, le respect des corps intermédiaires, et ça avec aujourd'hui la menace de l'extrême droite, on voit qu'il y a quand même qu'il faut être quand même très vigilant à ce qui pourrait se passer si jamais il y avait un pouvoir d'extrême droite qui prendrait ou qui pourrait gouverner ou avoir beaucoup de force dans le pays. Et nous au niveau à nous la démocratie avec la Fondation Jean Jaurès, on a mené un travail un peu de décryptage de ce qui se passait au niveau local, où le RN a déjà été, pour le RN, a utilisé aussi les collectivités un peu comme un laboratoire pour expérimenter certaines choses. Et on voit bien que là où la vie démocratique, la vie associative a pris un coup. Jouer avec les subventions, en général privées de revenus, de ressources, les associations d'action culturelle, d'action sociale, etc. Ça, c'est vraiment des choses très concrètes qui se jouent aujourd'hui au niveau local et qui donnent un peu le ton, ou en tout cas un aperçu de ce qui pourrait se passer à une plus grande échelle.
Donc la démocratie, c'est le vote, mais pas que, un ensemble de principes derrière et un certain usage du pouvoir. Et qui aujourd'hui doit être partagé avec les citoyens. Ça, c'est une attente vraiment très forte. Et on mesure au fond la qualité de notre démocratie, pas juste à la participation électorale, mais aussi au respect d'un certain nombre de principes. Et cette année, en 2024, je ne sais pas si vous en aviez parlé, mais c'est une année de très forte, où il y a beaucoup d'élections qui vont jouer partout dans le monde. Il y a à peu près la moitié de la planète qui va voter. Et ça ne veut pas dire pour autant que la démocratie progresse dans le monde. Parce que sur tout un tas de principes, en fait, on recule. Et il n'y aura pas forcément de grands soirs antidémocratiques, mais par contre, c'est par touche. On grignote sur des libertés, des droits, et ça, c'est quand même ce qui peut nous interpeller et nous appeler à aller voter. Oui, enfin, il y a quand même des bonnes nouvelles, parce que vous voyez, quand vous parliez de la moitié du monde, il y a un gros, pas un quart de cette moitié qui a voté en Inde, et il y a eu des surprises. Vous voyez, M. Modi n'a pas remporté une victoire aussi écrasante que la stratégie. Alors là, pour le coup, on est très loin de ce qui se passe ici, et pourtant, c'est pas quelqu'un d'extrême droite, vous voyez, et ni d'extrême gauche. Non, mais sérieusement, c'est très différent. C'est très différent au sens où nous, on peut l'analyser. Pour bien connaître la campagne qui a eu lieu, pour le coup, je peux vous assurer que c'était très, très, très dur, pour pas dire autre chose, et depuis des mois, et pour autant, vous voyez, dans un pays où il y a plus d'1 milliard de personnes, on est dans quelque chose qui est un événement extraordinaire, et ben il s'est passé quand même, il y a des éléments correctifs, il y a des gens qui n'ont pas eu peur, il y a des gens qui se sont, vous voyez, donc on est dans un contexte qui n'a rien à voir. Bien sûr, et là, pour le coup, on n'est pas en train de, vous voyez, la démocratie. Dans d'autres pays où, par exemple, la démocratie locale fonctionne de manière assez intensive, aux États-Unis, où il y aura une grande élection aussi importante pour cette fin d'année, qui sera une des plus importantes de cette année aussi, voilà, ça fonctionne aussi pas mal, et ça fonctionne dans le temps électoral, en dehors du temps électoral. Il y a des modèles très différents. Moi, je vais revenir sur ce qui est important chez nous. C'est-à-dire, quand vous parliez de politique, oui, quand on est un parti politique, qu'on fasse des coups, qu'on joue avec qu'on soit opportuniste. La France insoumise, avec ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui en Palestine. Ça a permis à Manon Aubry, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, de manière très cynique, là pour le coup on revient à quelque chose que je vais utiliser pour Emmanuel Macron, d'être très performant et de sauver la liste LFI, et donc de se sauver à l'intérieur du nouveau Front populaire en termes de rapport de force, pour ce qui est arrivé, peut-être pas aussi rapidement dans son esprit, mais en tout cas là c'était important. Ça c'est un coup politique, on peut l'aimer, c'est pas forcément moral. Ouais, après ça pose des questions quand on s'appelle Monsieur Glucksmann, Monsieur Hollande, et ainsi de suite, dans les rapports qu'on peut avoir, parce qu'il se passe des choses en France depuis un certain nombre de semaines, un certain nombre de mois qui sont quand même pas très belles autour de l'antisémitisme, et donc ça c'est un point important. Mais c'est un coup politique, c'est du développement politique d'une certaine manière, comme on peut le faire différemment. Là où moi j'étais plus en colère dimanche soir, si vous voulez, c'est que c'est un rapport qu'on a avec un chef d'État. Là c'est de la politique, mais c'est un chef d'État, donc c'est censé être un homme d'État, avec qui en plus en France en particulier ne vient pas d'un parlement, il n'est pas président du Conseil, il n'est pas Premier ministre, sa légitimité est directe, puisqu'il a une élection directe, lui, avec ça revient à ce que vous disiez sur l'élection. Donc sa responsabilité est plus forte, encore plus forte. Il ne peut pas se comporter comme un artisan du politique, un boutiquier du politique, qui s'amuse, si vous voulez, avec les institutions, parce que à un moment donné, ça peut permettre une performance, je ne sais quoi, ou tout derrière. Et donc je crois que moi, là pour le coup, c'est la vraie différence entre des gens qui veulent conquérir le pouvoir, ils sont de l'autre côté, ils font avec leurs moyens, hein. Après c'est différent, dans la rue digitale, dans la rue physique, la rue médiatique, ils viennent ici, racontent leurs histoires, parfois des mensonges, voilà. Et quelqu'un qui est au pouvoir et qui se doit, lui, à un moment donné, de garder la ligne de ce que vous disiez, ces temps, cette respiration, cette obligation démocratique, qui est évidemment quelque chose qui est très loin de l'idée qu'on fait des coups. Voilà, on fait des coups. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, par exemple, je prends l'exemple de la dissolution, organiser des élections, etc. On pourrait se dire très bien pour la démocratie, on redonne la possibilité d'élire l'Assemblée. En même temps, des élections organisées en 3 semaines qui favorisent le jeu des appareils et vraiment très peu le débat. Et même eux, on peut quand même se demander et se dire que voilà, c'est un sujet aussi pour notre vie démocratique. Tout à fait d'accord avec vous. Même si voilà, c'est valide d'un point de vue constitutionnel et c'est peut-être même souhaitable de redonner plus régulièrement la possibilité de voter. Voilà, juste pour... Non, sur ce sujet très juste, pour vous donner un exemple, et je crois que même si je suis sûr que les gens qui nous écoutent comprennent bien cette situation, comprenez bien que la dissolution est prononcée le 9 juin. Les partis ont eu une semaine pour déposer en préfecture, au ministère de l'Intérieur, la liste des candidats. C'est-à-dire dimanche dernier à 18h. Ils avaient jusqu'à mardi pour déposer le matériel électoral
en préfecture ou au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire imprimer les bulletins de vote, etc. etc. C'est-à-dire concrètement, si certains d'entre vous ont déjà eu affaire à des imprimeurs, c'est très rare que vous disiez j'ai besoin de 50 000, 100 000 bulletins de vote et qu'on vous dise revenez demain, on les aura fait. Il faut, à ce titre-là, uniquement, c'est ça qui est paradoxal, c'est que Emmanuel Macron s'est construit complètement contre les grosses machines politiques. Il a dit les gros partis, c'est une catastrophe, ça marche pas du tout. Et là, la dissolution, elle ne peut favoriser que les gros partis. Parce que les tout petits partis ne peuvent pas. Ils n'ont pas les moyens. Les Français qui souhaitent se présenter, c'est tout à fait leur droit. On n'est pas obligé de faire partie du Nouveau Front Populaire, du Rassemblement National ou de la coalition présidentielle pour se présenter. Alors évidemment, parfois, ça ne marche pas, c'est plus difficile, mais vous avez tous les 5 ans, dès qu'il y a une élection, il y a toujours des candidats indépendants qui arrivent à tirer leur épingle du jeu sans appartenir à des très grosses formations. Là, évidemment, ça rend les choses parfaitement impossibles, puisque les délais sont de telle nature que, prenez un exemple, en 2022, aux élections législatives, il y avait, dans mon souvenir, environ 6 000 candidats aux élections législatives. Aujourd'hui, il y en a 4 000. Bien sûr. 2 000 candidats de moins sur 577 circonscriptions. C'est autant aussi de voix, parce qu'on parle des électeurs, mais c'est autant de voix qui n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer en tant que candidat pour apporter une diversité. Et encore une fois, je trouve que la diversité, c'est aussi une bonne chose. Et à ce titre-là, cette dissolution, elle n'est pas non plus un exercice démocratique, contrairement à ce qui a été dit. Marianne ? Alors, là, vous allez me forcer à me faire le défenseur et de Gaulle et d'Emmanuel Macron, ce que je ne suis pas du tout naturellement. C'est pas mal. Mais quand même, je suis obligée, en tant que prof de droit constitue. C'est beaucoup sur vos épaules un jeudi soir, effectivement. Oui, là, c'est pas sympa. Respirez un grand coup. Alors, juste, je pense que Emmanuel Macron a voulu se la jouer à la De Gaulle. Il a voulu se dire, moi, comme De Gaulle en 62, De Gaulle 62, qu'est-ce qui se passe ? De Gaulle fait réviser la Constitution par une procédure irrégulière, c'est-à-dire qu'il fait voter directement le peuple avec l'article 11, au lieu de passer par l'article 89, qui exigeait que les parlementaires se prononcent d'abord pour modifier le mode d'élection du président de la République. Les parlementaires sont stupéfaits. Normalement, ils auraient pu destituer De Gaulle, l'accuser de haute trahison, parce que c'était une violation manifeste de la Constitution. Seulement, De Gaulle, c'est un monument historique. Impossible d'accuser De Gaulle de haute trahison. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils tirent en dessous, ils renversent le gouvernement. De Gaulle, furieux qu'on se soit permis de renverser son gouvernement, procède à une dissolution. Et donc, dès le départ, on voit bien que pour De Gaulle, le droit de dissolution, c'est l'arbitrage, l'appel à l'arbitrage du peuple. Et ça, Duguy, qui était un grand juriste du début du XXe siècle et qui était tout à fait démocrate et tout, disait « Le droit de dissolution est souvent décrié. En réalité, c'est un bon moyen démocratique. Ça permet d'en faire appel à l'arbitrage du peuple. » Seulement, voilà, normalement en démocratie et dans les régimes parlementaires, dans tous les régimes parlementaires autres que la France, en Europe, dans l'UE, ce droit de dissolution appartient en réalité au Premier ministre. Et là, c'est équilibré parce que le gouvernement, lui, il peut être renversé à tout moment par la majorité parlementaire. Et donc, il a comme moyen de défense son droit de dissolution. Dans ce combat, il y a égalité des armes entre les parlementaires qui peuvent renverser le gouvernement qui peut se défendre avec la dissolution. En France, on a donné ce droit de dissolution au président. Déséquilibre des armes. Parce que le président, lui, est à peu près intouchable, sauf, on a vu, hypothèse exceptionnelle de l'article 68, mais il peut quand même dissoudre l'Assemblée. Et le gouvernement, lui, ne peut pas recourir au droit de dissolution alors qu'il peut être renversé. Et donc, on voit des déséquilibres entre la légitimité, la responsabilité et les pouvoirs sous la Ve. J'ajoute, par rapport à ce que vous disiez, qu'il y a certainement du De Gaulle. On a entendu dire dans les coulisses qui sont aujourd'hui maintenant habituelles lorsqu'on lit les journaux, on vous explique les coulisses de la dissolution, qu'un des conseillers du président aujourd'hui assez décrié lui aurait dit il va faire du gaullien. Évidemment, la référence à De Gaulle, elle est évidente, mais je pense qu'elle n'est pas seulement évidente pour 1962. Je pense que Macron pensait beaucoup plus à 1968. La dissolution 68, du mois de mai 68 qui a mené à une chambre bleu horizon, c'est-à-dire une chambre très très gaulliste en juin 68, c'est-à-dire une chambre qui était le produit de la peur, la panique dans le pays profond, qui s'était dit, mais alors là, les événements de mai 68, ces émeutes, cette espèce de la chienlit, pour reprendre un terme qu'évidemment le président de la République a repris à son compte là hier ou ce matin, pour dire c'est moi ou le chaos. Et on voit bien qu'en essayant de jouer sur la peur des extrêmes, ce qu'il appelle lui l'extrême gauche, qui est une manifestation impropre, puisque le Conseil d'État a refusé d'utiliser ce terme pour qualifier la France
France Insoumise et le Parti communiste, alors même qu'il a dit que ce terme s'appliquait à l'extrême droite au Rassemblement national. C'était un recours qu'avait fait le Rassemblement national lui-même en 2023 et qu'il a perdu. Eh bien, le président, en utilisant en plus une espèce de rhétorique impropre, en mélangeant en réalité les catégories politiques validées par le Conseil d'État et un discours politicien qu'on peut comprendre dans des élections, là, il joue avec le feu doublement et il se pose dans une posture gaullienne, mais enfin, il est quand même assez éloigné, parce qu'encore une fois, les conditions ne sont pas du tout les mêmes, les conditions de désordre ne sont pas du tout les mêmes qu'en mai 68, y compris même si on pouvait comprendre le geste du général de Gaulle. Et à ce titre-là, on peut penser que la réaction du pays sera aussi sensiblement différente de celle qu'avait connue le général de Gaulle. Oui, puis le président de la République, il a gouverné. Depuis 2022, 69 textes de loi le Parlement a travaillé. Majorité relative ou pas majorité relative, il y a eu 6,49,3, mais 69 textes. Et pas des moindres. Vous avez rappelé celui de la réforme des retraites. Alors après, on est d'accord, pas d'accord sur la manière de l'organiser. Moi, j'étais moins triste, si vous voulez, à ce moment-là, non pas sur le fond, je ne parle pas, mais sur la manière de gérer le travail institutionnel, et que là, appuyer sur un bouton qui est un bouton démocratique par essence. Parce qu'on parle de l'article 16, bien sûr, ça c'est la version, allez, on est en Coupe du Monde, là c'est le championnat d'Europe en ce moment, mais en Coupe du Monde de foot, si vous voulez, c'est les Jeux Olympiques qui arrivent. Là, mais la dissolution, c'est pas loin d'être la Champions League, c'est-à-dire que si vous connaissez le foot, c'est quand même un truc de club, c'est moins important, mais c'est quand même déjà du haut niveau, c'est-à-dire qu'on sort on n'a pas fini de valider les résultats de l'élection. Si vous voulez... La colère, enfin quand je parle de colère, moi c'est de la sidération de colère. Et je fais confiance aux citoyens, individuellement et collectivement, si vous voulez. Il n'y a pas besoin d'être ni professeur de droit constitutionnel, ni politologue, ni, si vous voulez, journaliste, qu'on veut. Beaucoup de gens ont ressenti ça. On parlait des partis politiques, bien sûr que oui aussi. Et son propre parti, ses propres élus. L'élection n'est pas finie, n'est pas validée. On n'a pas les résultats encore, ni des Français, ni des Européens. Je redis, c'est une élection en plus européenne. C'est-à-dire qu'elle est dans une circonscription nationale, mais elle a vocation à élire une chambre qui est européenne. Pour quelqu'un qui est en plus dans un mouvement qui lui-même dit « je suis européen, je veux participer de cette construction, je veux certes la réformer, la retouche », peu importe, c'est pas grave. Mais dans ce contexte-là, on est ensemble à 27. Qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, on est ensemble à 27. Qu'on n'aime pas Mme Mélanie, qu'on aime plutôt M. Tusk ou M. Sanchez, peu importe. Voilà. Et bien là, on est dans ce contexte-là. Et je vous assure que mon métier m'amène, moi, à le faire tout le temps. Et Bruxelles et le reste, alors on aime, on n'aime pas. On peut travailler différemment. Il y a les gens ne sont pas les mêmes. M. Orban, évidemment, n'est pas M. Tusk, et ainsi de suite. Mais si vous voulez, ça fonctionne. Et ça fonctionne dans un contexte, en tout cas au moment électoral. Si nous, qui sommes en plus fondateurs, acteurs de cette volonté de construire, à ce moment-là, on crée, c'est pas simplement un événement national, je vous le redis, c'est pour ça que j'étais très en colère à ce moment-là aussi, c'est qu'il appuie sur un bouton qui est aussi européen et qui dégrade non pas la notation de je ne sais quelle agence de notation, ni même la menace qu'on nous annonce d'une France s'il était insoumise ou Rassemblement national avec une tutelle du FMI. Vous vous rendez compte ce qu'on agite comme peur? Enfin, c'est lamentable, si vous voulez, en termes d'accompagnement de ce processus. Non, mais on appuie sur un bouton qui nous décrédibilise immédiatement à l'intérieur de l'appareil européen. Et pas lui, on s'en fout. Mais nous, la France, si vous voulez. Et donc les citoyens français. Et si vous voulez, c'est pour ça qu'il n'y a pas qu'un acte français, il n'y a pas qu'un acte local. C'est à l'intérieur d'un espace, parce que l'élection était européenne, a vocation d'élire un Parlement, une Chambre européenne. Et ça n'est pas responsable, c'est encore plus irresponsable, si vous voulez, que, je veux dire, le reste qui fait partie du jeu dont on a parlé, qui pourrait presque être quelque chose avec des correspondances politiques, certains partis étant même d'accord, ravis, puisque certains l'avaient appelé à faire la dissolution. Il a répondu à un appel. Marinette. Oui, pour rebondir sur ce que vous disiez au début, et puis en vous écoutant, c'est vraiment ça qui me vient, c'est que ce moment de dissolution qui accélère le temps politique, ça doit être aussi un moment qui doit nous permettre, en tout cas moi je l'espère, de réfléchir justement à nos institutions et à leur fonctionnement. Oui, la participation citoyenne, c'est une chose, le système délibératif, la délibération élue, citoyen, c'en est une autre, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui existe déjà, en plus dans la vie politique, localement, il y a beaucoup d'élus, il n'y a pas que les citoyens qui veulent participer aux décisions publiques et davantage à la réflexion, etc., des politiques publiques. Il y a aussi beaucoup d'élus, notamment localement, qui ont compris qu'ils ne pouvaient pas juste être élus et puis après faire leur beurre, leur tambouille pendant 5 ans, pendant 6 ans, sans plus jamais consulter ou avoir de relations, de dialogue avec les citoyens. Donc il y a beaucoup d'élus aussi sur le terrain qui essayent d'imaginer des dispositifs de participation, etc. Donc ça existe et je trouve que cette dissolution, elle doit quelque part nous inviter encore plus à réfléchir à notre fonctionnement institutionnel, comment fonctionne le Parlement, comment fonctionnent les conseils municipaux, les conseils régionaux, etc. Donc quelque part, s'il y avait un bénéfice
dans cette actualité politique qui a brutalisé un peu le temps justement de nos institutions et de notre vie démocratique, ce serait de nous amener vraiment à y réfléchir et que les prochains élus, la prochaine assemblée porte aussi des choses là-dessus sur comment on peut repenser notre vie politique avec vraiment les citoyens. Et je voulais souligner à nouveau cette alternative moi ou le chaos. De Gaulle en 62 et en 68, parce qu'il y a bien les deux modèles qui sont inspirés, c'est vraiment ça. C'est mon pouvoir personnel contre l'Assemblée, contre ceux qui se révoltent dans le peuple, et je fais appel au peuple pour m'affirmer et pour renforcer mon pouvoir personnel. Et là, c'est bien cette philosophie qu'on retrouve à l'œuvre. Et je rejoins complètement ce qui a été dit sur cette tentative de discréditer la gauche comme étant extrême, comme si elle était antidémocratique, alors que c'est vraiment scandaleux. À mon sens, de prétendre discréditer comme ça le Front populaire, parce que ce Front populaire ne remet absolument pas en cause ni les principes républicains, ni les principes démocratiques. Donc, c'est totalement injustifié. Et la seule justification, enfin la seule explication qu'on puisse concevoir, c'est cette alternative, moi ou le chaos. Et donc, c'est une tentative de pouvoir personnel. Et effectivement, on peut espérer que cette attitude très contestable et très contestée nous amène à nous dire on voudrait faire plus un travail d'équipe, avoir un gouvernement collégial. Parce que le régime parlementaire, c'est ça, c'est l'Assemblée, donc la majorité parlementaire, qui collégialement se choisit un gouvernement qui lui-même est collégial, qui doit délibérer et non pas être au garde à vous devant le chef au Conseil des ministres pour définir sa politique. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Vincent, sur la pratique. Oui, c'est ça. Alors, bon, on en est loin quand même de la pratique collégiale, et ça fait longtemps qu'on l'a laissé tomber en réalité. Depuis 2017, il n'y a pas eu de pratique collégiale gouvernementale. Il y en a eu un semblant au tout début, mais enfin très vite, le « je suis votre chef » de Macron aux forces armées s'appliquait aussi au gouvernement. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez, parce que je trouve ça en effet tout à fait fondamental. Il faut quand même qu'on comprenne que quoi qu'il arrive, dans 15 jours, on va rentrer dans une crise politique majeure. Bon, la crise n'est pas encore là, mais elle est devant nous. Il n'y a aucune possibilité d'y échapper, c'est-à-dire soit il y a une majorité absolue du Rassemblement national et c'est la crise politique assurée, parce que évidemment on peut douter que ça passe comme une lettre à la poste, comme on dit, que ça se passe comme ça et que personne ne réagisse. Soit il y a, à mon avis, là, j'exclus un peu la possibilité d'une majorité absolue du Front populaire, parce que là, c'est mais il ne faut pas l'exclure quand même. La spécialiste des questions électorales à ce stade montre qu'il n'y a pas de dynamique suffisamment puissante pour imaginer une victoire en absolu. C'est-à-dire, il va y avoir une progression. C'est vrai que c'est une alliance qui n'a pas de précédent depuis 1936, puisque, et j'ajoute même qu'elle est plus large que 1936, parce qu'elle va du nouveau parti anticapitaliste au Parti socialiste, et qu'elle inclut une série de syndicats, à commencer par la CGT, qui n'étaient pas directement impliqués dans le Front populaire de 36, et même la FSU, qui n'avait, c'est-à-dire la principale syndicat d'enseignement, qui n'avait jamais pris position, et plus toute une série d'ONG, de défenseurs des droits humains. C'est-à-dire, ce qui arrive, il est historique à gauche, ça, de toute manière, quoi qu'il arrive, c'est un phénomène qui n'a jamais eu lieu, et qui montre quand même le fait qu'il y a, au sein de la gauche française, une pulsion démocratique, et un sursaut, et une peur du Rassemblement national et de l'extrême droite qui est extrêmement forte. Et je pense que là, il y a là-dessus beaucoup de choses à dire. Une petite seconde, on peut faire le parallèle à 97. 97, la dissolution, c'est pour empêcher une cohabitation, pour obliger les Français à donner une majorité de droite au président. Les Français voient la grosse ficelle et impose une cohabitation en votant pour la gauche. Là, on peut concevoir que ça se produise. C'est-à-dire que les Français n'aient pas envie qu'on les prenne pour des abrutis et qu'ils se disent on veut nous faire peur avec le RN ou nous jeter dans ses bras, et ben on va voter pour un front de gauche. C'est possible. Sans forcément présager des possibilités. J'allais dire, alors on va le prendre comme ça, s'il y avait une majorité absolue du front de gauche, ce serait le seul cas dans lequel une crise politique ouverte ne serait pas entamée. C'est un cas où il y aurait une cohabitation, mais encore une fois, il faut voir comment on va réagir, et la Macronie et le Rassemblement national. C'est une première chose. Mais enfin, le plus probable en réalité, à ce stade, c'est qu'aucune force politique n'obtienne la majorité absolue et que nous soyons là, en revanche, dans une crise politique sans précédent, c'est-à-dire la fameuse Parlement ingouvernable. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Soit quand même, on arrive à obtenir un gouvernement, ce qu'on appelle minoritaire, c'est-à-dire comme actuellement, c'est un gouvernement qui n'a pas de majorité absolue, mais qui survit parce qu'il n'a pas assez de motions de censure, pas assez de gens pour faire une motion de censure pour le faire chuter.
hein. On pourrait imaginer un gouvernement Front populaire minoritaire, ça me paraît tout à fait une possibilité, c'est-à-dire le Front populaire arrive premier ou deuxième, mais n'a pas assez de voix pour être dans la majorité absolue, et finalement l'actuelle coalition présidentielle se dit, vaut mieux ça que rien, donc on ne vous soutiendra pas, mais on ne vous fera pas tomber, mais on vous tiendra en joue, c'est-à-dire que si vous faites des choses qui nous paraissent déraisonnables au regard de nos conceptions politiques, eh bien, on entamera un processus de motion de censure et évidemment, en s'alliant avec le RN, on vous fera chuter. Ça pourrait arriver tout à fait la même chose avec un gouvernement du Rassemblement national minoritaire, même si, comme vous le savez, Jordan Bardella et le RN ont dit qu'ils n'accepteraient pas cette hypothèse, tout simplement parce qu'ils ont conscience que le gouvernement chuterait très vite en réalité. Parce que si on s'en tient aux premières mesures voulues par le Rassemblement national, c'est-à-dire la mise en place de la préférence nationale, mais je ne sais pas, la privatisation de l'audiovisuel public, puisque nous sommes dans une maison appartenant à l'audiovisuel public, seraient des projets qui de toute manière feraient l'objet d'une mention de censure de la part des forces politiques. Je ne vois pas comment le président de la République et sa coalition pourraient refuser de voter une motion de censure face à des manquements aussi graves par rapport à l'état actuel des institutions ou du fonctionnement du pays. Mais donc, on va rentrer dans une crise institutionnelle très grave. Je le dis avec une certaine forme de gravité parce que justement, il faut bien qu'on en ait conscience. C'est pas un jeu, quoi. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est grave. C'est-à-dire, encore une fois, quoi qu'il arrive, c'est grave. Et à ce titre-là, je crois qu'il faudra interroger le pouvoir qu'on a donné à un homme qui n'est pas seulement le pouvoir des institutions de la 5e, qui est aussi une pratique du pouvoir développée à partir de 2007 par Nicolas Sarkozy, et contrairement à ce qu'on a dit, quand même largement usité aussi par François Hollande, à qui on a reproché d'être pas assez dans ce sens-là, mais qui l'a quand même utilisé, puisque les ministres n'étaient pas beaucoup plus importants sous François Hollande qu'ils ne l'étaient sous Nicolas Sarkozy, et encore plus par M. Macron. Et je crois que cette pratique institutionnelle, eh bien, elle pose question chez les constitutionnalistes, chez les politistes, à l'université. On réfléchit beaucoup à ces questions-là, et je pense que là, il va y avoir quand même un débat collectif à avoir sur le fait qu'on est arrivé au bout d'une logique. Comment on l'interroge Comment on l'interroge, il y a plein de façons de le faire. Hein. Vous savez, une crise institutionnelle, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on a voulu parler des institutions, on nous a dit, mais les Français s'en fichent, comprennent pas bien ce que c'est. Ce qui n'est plus du tout le cas, en fait, parce que c'est une vraie préoccupation dans les enquêtes d'opinion. La question du fonctionnement de la démocratie fait partie des préoccupations qui remontent de plus en plus. Vous avez raison, mais il ne le voit pas sous l'angle des institutions. Il le voit sous l'angle de la pratique de la démocratie. Par exemple, la question qu'on pose dans les enquêtes du Cevipof à Sciences Po, c'est est-ce que vous pensez que les politiciens se préoccupent des gens comme vous ? Voilà, 8 Français sur 10 disent non, ils s'en fichent de nous, la démocratie fonctionne mal. 2 tiers des Français disent que la démocratie fonctionne mal. Mais ce n'est pas la même chose que les institutions. La grosse difficulté d'une réforme institutionnelle, pour répondre à votre question, en 2 mots, excusez-moi de monopoliser la parole, c'est que le coût d'entrée dans une réforme, il est énorme. C'est très difficile de changer les choses parce que les professeurs de droit constitutionnel, et ils ont raison, vont vous dire mais si vous changez ça va bouger tel truc, vous vous rendez pas compte des conséquences, ça prend beaucoup de temps. Et deuxièmement, il faut avoir une très grande légitimité politique pour le faire. Vous pouvez le faire seulement lorsque vous l'annoncez dans un programme présidentiel, vous dites attention, si je suis élu, je ferai ça. Parce que si vous l'annoncez pas à l'avance, ça veut dire qu'il faut passer par le référendum et on est dans un tel niveau de faiblesse de la confiance que le risque c'est d'être battu. Et aucun président n'aura très envie de le faire. Macron avait tenté de le faire en 2019-2020 et il a très vite renoncé, d'abord parce qu'il ne voulait pas aller au référendum et que le Sénat y était hostile. Vous voyez, c'est pas si simple que ça. Oui, et puis de manière très concrète dans le paysage politique français aujourd'hui, vous n'avez pas de volonté au Rassemblement national, vous n'avez pas de volonté aux Républicains et une partie du Parti socialiste de changer la Ve République et les légitimités personnelles, l'élection personnelle du président de la République. Donc l'équilibre général, aucune volonté. Il faut se rappeler quand même que la 4e, c'est pas non plus une réussite, si vous voulez. C'est pas non plus une réussite ni démocratique, ni économique, ni quoi que ce soit. Donc on est traumatisé par ça dans une partie de ce qui est encore le paysage politique français. Alors ça nous dépasse parce que c'est lointain, mais c'est pas si lointain que ça. Et c'est quand même un caractère très traumatisant, même si De Gaulle a rajouté là-dessus de la dramatisation. Après, là où c'est partagé, vous pourriez avoir ce que vous demandez, il n'y a aucun accord sur une vision de société. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Autant en 24 heures, il y a Union des gauches, exceptionnelle, c'est-à-dire hallucinante. C'est-à-dire que les grands conseillers dînatoires d'Emmanuel Macron, il n'avait pas vu venir. Mais pourquoi il ne l'avait pas vu venir ? S'ils ne connaissent pas effectivement la réalité du terrain. Et le terrain, c'est aussi des gens qui se retrouvent du jour au lendemain face à une élection.
Des gens qui sont des candidats, des gens qui font face à la réalité de leur mandat, d'autres qui peuvent se dire tiens, il y a une occasion de faire un coup quand même intéressant, des partis, vous en avez parlé, pour qui le financement lié aux législatives est essentiel, des gros, des moyens, des tout petits, qui font que ça, qui accumulent des votes année après année, qui se font un trésor de guerre. La preuve, c'est qu'il y a une bataille sur les micro-partis chez les uns, chez les autres, pour qu'on se labellise d'un ou un autre, parce que finalement on en est là. Hein. Alors là, on est très loin du citoyen représenté, ainsi de suite, c'est vraiment de l'argent. Donc, quant à la gauche, Nouveau Front Populaire, si vous voulez, il y a une partie simplement de cette gauche qui voudrait ce que vous exprimez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très clair. C'est-à-dire que je ne parle pas des citoyens, je parle des gens qui sont là-dedans. Dans l'offre politique française, il n'existe cette volonté de finir, pour rappeler à la puissance dont vous parlez, cet émetteur qui, voilà, exactement, à gauche, c'est pas partagé, et c'est loin d'être partagé, comme beaucoup d'autres sujets d'ailleurs, sur ce qui fait que d'ailleurs, quand je précise s'il y avait cette majorité Nouveau Front Populaire, en termes de gouvernement, la stratégie de gouvernement ne tiendrait pas, si vous voulez, 6 mois, ça ne tiendrait pas pour des raisons X. Alors après, on peut venir dans le débat, mais c'est un point de vue, mais qui est, quand on vous raconte le détail des conversations, si vous voulez, liées au fait qu'on a mis ou pas sous le tapis, ainsi de suite, c'est un point de vue, mais on n'y est pas encore, si vous voulez. On va voir, on va attendre ce qui va sortir. Malheureusement, je suis assez d'accord avec vous. Il faut attendre, de toute manière, ce deuxième tour et voir finalement ce qui va sortir de ce deuxième tour. Aujourd'hui, on n'a pas de boule de cristal et c'est difficile. Moi, je pense que tous les cas de figure sont possibles, encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a, selon qu'on a une participation qui monte, on voit une capacité bipolaire, triangulaire, quadrangulaire dans certains cas, qui peut changer la donne, qui favorise et tout. Ce qu'on est certain, alors ce dont on est pratiquement certain, c'est l'implosion du centre. C'est-à-dire ce centre qui est un centre très populiste, qui a été inventé par Emmanuel Macron, qui lui se voit encore par M. Bayrou potentiellement quelqu'un qui peut changer la donne. Lui, je pense que pour le coup, il va souffrir et c'est consubstantiel de sa situation. Par contre, les deux pôles qui restent, et qui sont le Nouveau Front Populaire, le Rassemblement National associé à quelques républicains, qui plus est, quelques républicains qui pourraient être encore différents selon le cas de figure du deuxième tour. Si on sent que à une dizaine de voix, quand on est M. Bellamy et ses copains, vous savez, M. Wauquiez, il va vite changer d'avis dans une situation où, quelque part, il peut sauver sa bombe. Donc, il faut attendre vraiment ce moment-là. Et c'est vrai, et c'est vraiment là qu'il va se passer. Là où vous avez raison, c'est que si on est au point central de déséquilibre total, c'est-à-dire celui qui nous ramène à ce que pourrait être une science de la 4e République, c'est-à-dire il faut trouver de la coalition, se débrouiller projet après projet. On n'est même pas dans la majorité relative qui a permis les 69 du texte de loi d'Emmanuel Macron, majorité relative. On sera dans toute autre chose. Et là, c'est une découverte. Et avec une incapacité de créer les conditions de puissance politique, de richesse politique pour aller vers une réflexion forte sur les institutions. C'est-à-dire qu'on est dans une impasse. On est dans une impasse pendant 1 an. Qu'est-ce qui reste après au président de la République ? Parce que c'est intéressant aussi de voir ce qui lui reste. Alors, il lui reste le fameux article 16 dont on a parlé, qui est un truc fantasmé, mais encore une fois, moi je suis désolé, le bouton de dimanche soir m'a mis en colère aussi parce que je pensais immédiatement à cette situation. Il n'y avait pas le truc d'Europe 1, il n'y avait rien. Et je le gardais de manière très intime, et parce que c'est incompréhensible, je vous le dis comme je le pense, c'est incompréhensible. Donc c'est inquiétant. C'est inquiétant aussi. Et après, vous avez la démission. On n'en a pas parlé. La démission, c'est-à-dire que je suis incapable. Et je vous assure que c'est quelque chose qui est a priori aujourd'hui totalement improbable, mais comme on disait, on vous aurait interrogé, on nous aurait tous interrogés, et moi on m'a interrogé le vendredi soir sur la possibilité de créer la dissolution le lendemain, pas le jour même, hein, le lendemain, sur le lendemain, une fois qu'on avait fait tous les comptes, qu'on soit sûr que derrière, moi je dirais c'est n'importe quoi, tout ça est une blague finie et tout ça. C'est une période, je suis d'accord avec vous, dont la gravité, c'est pas tant le fait qu'on aura l'ingouvernabilité, mais moi, je serais encore plus grave que vous. C'est-à-dire que j'ai pas peur ni du LFI, ni du RN, ni quoi que ce soit. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce contexte, si vous voulez, national, on a quelque chose qui est plus fort que ça. Et qu'on soit à droite de la droite, à gauche de la gauche, si vous voulez, je pense qu'il y a quelque chose qui est plus fort que ça. Mais il y a un moment, si vous voulez, où aujourd'hui, il y a de l'incertitude qui plane. Elle n'est pas là où on pense. Le cynisme n'est pas toujours là où on le pense, ni à l'extrême gauche, ni à l'extrême droite. L'irresponsabilité n'est pas où on la pense, ni à l'extrême gauche, ni à l'extrême droite. Et tout ça m'inquiète, moi, pour les quelques semaines qui viennent et les quelques mois, parce que c'est pas de nature, pour le coup, politique, c'est de nature institutionnelle. Ouais. Alors, juste des petits points de désaccord quand même. Ah bah oui, il faut en avoir. C'est que,
la 4ème République, qu'est-ce qui a fait qu'elle a échoué ? C'était qu'elle n'était pas rationalisée. Il n'y avait pas de rationalisation du parlementarisme. Le droit de dissolution pas l'Espagne, quoi. On est d'accord. était limité. On est d'accord. Et le scrutin était complètement proportionnel et les circonstances étaient différentes. Oui. Et fondamentalement, ce qui a généré l'instabilité gouvernementale sous les 3e et 4e République, ce n'est pas la faiblesse du l'abus de pouvoir du président de la République, MacMahon et Grévy, et qui ont fait qu'on n'a pas réussi, contrairement à tous nos voisins, à structurer la majorité autour du Premier ministre. Et ce vice-là est à l'origine de tous nos déséquilibres, y compris le déséquilibre de la 5e. Et même là. Voilà. Et même dans nos esprits. Mais oui. Donc attention, c'est pas parce qu'on remet en cause la 5e République qu'on sombre dans le désordre de la 4e. Je crois qu'il faut casser cette logique-là et qu'on peut très bien sortir de la 5e pour aller vers des belles choses. On avait fait des propositions, notamment dans le Osons le Big Bang démocratique avec quelques collègues, en essayant justement de voir comment on peut penser autrement les institutions. Et donc, voilà, on peut repenser les institutions sans remettre ça en cause. Oui. Et juste pour les semaines qui viennent, certes, l'ingouvernabilité, ça va être un problème, mais quand même, la Constitution de la 5e a été écrite avec la conviction qu'on n'aurait pas de majorité. Quand on revoit les travaux préparatoires, De Gaulle, Debré, tout ça, ils étaient sûrs qu'on n'aurait pas de majorité. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont écrit le 49.3, la procédure budgétaire, etc. Donc, c'est pas forcément aussi dramatique que ça. Et quand même rappeler, à mon point de vue, la situation la plus dramatique, c'est pas l'absence de majorité, c'est une majorité absolue RN tout de même, pour la démocratie et pour la République. Oui, mais ça, si je peux me permettre, si vous voulez, on est dans une dimension politique qui aujourd'hui a accepté le Rassemblement national. Le président de la République lui-même, il les a reçus dans un contexte, si vous voulez, de conversation citoyenne sur les grands enjeux internationaux, sur les enjeux français. Il y a cette digue-là, si vous voulez. Je ne parle pas du Front républicain ou autre. On est dans un jeu, si vous voulez. Moi, je fais confiance aux partis politiques français pour ça, quel qu'il soit. J'ai beaucoup plus peur d'un. Non, mais voilà, c'est ce qui nous différencie. Moi, je suis très optimiste là-dessus. Je suis beaucoup moins optimiste, si vous voulez, sur certains comportements individuels. Et ça, je vous assure que ce qu'on a vécu dimanche soir, si vous voulez, n'est pas collectif. Il est individuel. Vous vous rendez compte où on est rendu ? Non mais attendez, c'est ça qui est intéressant. Moi, je peux pas dire que tel parti politique. Je suis pas d'accord avec la position, par exemple, d'LFI sur un certain nombre de points. J'ai pas de rapport avec le RN sur un certain nombre de points. Mais pour autant, si vous voulez, et c'est ce qui me rend encore un peu confiant dans mon contexte, si vous voulez, de conversation démocratique et politique en France, je considère qu'on est dans quelque chose qui aujourd'hui peut fonctionner. Et j'ai pas peur de l'ingouvernabilité, c'est ce que je vous ai dit. J'ai peur de l'initiative personnelle. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'abri d'une initiative personnelle. Je vous le dis comme je le pense. On l'a eu. Il n'y a pas eu d'initiative collective dimanche dernier. Enfin, pas dimanche dernier, la fois d'avant. C'est pas collectif. Il n'y a rien eu avec le Premier ministre. Il n'y a rien eu avec. Voilà, il y a eu quoi ? 4 ministres ? On ne sait même pas. On ne sait pas exactement. Ça reste, tout reste encore un peu flou malgré des articles qui nous détaillent les coulisses de toutes ces décisions. Non, sur les institutions, c'est vrai que moi, voilà, c'est une conviction portée avec À nous la démocratie depuis longtemps, mais le sujet, c'est effectivement la 6e République, qui est un peu un slogan encore porté notamment par le Nouveau Front Populaire et qui fait pas un programme, mais l'idée au fond de réfléchir à un moment à notre vie démocratique, notre constitution, le fonctionnement du Parlement, etc. Ça me semble aujourd'hui de plus en plus inévitable. Et il faudra réfléchir, est-ce que c'est une convention citoyenne qui se réunit avec tirage au sort, etc., pour justement qu'il y ait des gens qui sont pas élus et qui puissent réfléchir, faire des propositions, ensuite il faudra réfléchir à la manière dont ça peut être organisé, mais concrètement, il faudra un peu un moment constituant, on appelle ça comme ça un peu dans le milieu militant, pour justement défendre un renouveau démocratique, mais au sens vraiment profond et sincère et politique, au sens vraiment très fort. Et puis aussi, plus du point de vue du débat entre partis, mais d'opposer une réponse au Rassemblement national qui s'est accaparé le sujet démocratique ces dernières années, mais avec beaucoup de force. Et finalement, on lui a laissé la place. Marine Le Pen, elle a beaucoup parlé de révolution référendaire. Après le mouvement des Gilets jaunes, ils ont tout de suite repris le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne. Ils ont évidemment tout ça au service d'un programme sur l'immigration, etc., en voulant faire rentrer l'immigration dans la Constitution, dans le champ du référendum. Donc on voit bien qu'ils se sont saisis de ce sujet qui recoupe plein de choses
une forme de défiance vis-à-vis du politique, un sentiment un peu d'être méprisé, d'être écarté, etc. Mais à des fins pour servir un programme qui est un programme fondé sur quand même la discrimination et avec une conception un peu étroite quand même du débat public, des médias, de la liberté d'expression, etc. Donc je pense que là, on est vraiment à un moment où il va falloir arrêter de faire comme si ce problème n'existait pas. Et il va falloir opposer une réponse, en tout cas dans le camp progressiste, à ces forces d'extrême droite qui ont bien compris qu'il y avait matière à faire du populisme, quoi. Vincent Martini. Alors d'une certaine manière, la présidence d'Emmanuel Macron, deuxième mandat, va créer de l'irrémédiable et va créer un avant et un après. Alors ça, on peut le dire de beaucoup de présidents, mais dans ce cas-là, je crois que ça va être particulièrement marquant dans le sens où il va y avoir véritablement une clarification, mais pas forcément celle qu'attendait le président de la République. Clarification parce que soit nous en venons à une majorité RN, et dans ce cas-là, nous allons basculer dans autre chose que la démocratie libérale telle que nous la connaissons, parce qu'il ne faut pas avoir aucun doute sur le fait qu'il va y avoir des attaques très nombreuses sur l'état de droit. Hein. Je rappelle que là-dessus... par exemple, par exemple, regardez ce qui s'est joué sur la dernière loi immigration. Les attaques contre l'état de droit, d'ailleurs, je précise qu'elles ont été commencées par le président de la République lui-même, qui met en pâture le Conseil constitutionnel devant l'opinion, en acceptant de promulguer une loi, enfin avant de la promulguer, de la faire passer devant le Conseil, alors même qu'il savait que certaines de ces dispositions étaient anticonstitutionnelles. C'est-à-dire, en gros, il a fait un accord avec la droite, qui fait une loi totalement anticonstitutionnelle, et au lieu de dire, bah, écoutez, selon raisonnable, je vais enlever les articles parce que je suis garant des institutions, c'est inscrit dans la Constitution. Il dit, bah, c'est le Conseil qui va faire, parce qu'il sait très bien que c'est le Conseil qui en tirera le blâme derrière. Et que lui pourra très bien dire, bah, moi j'ai voulu faire ce que voulaient les Français, et le Conseil... Une question dans le chat sur le Conseil constitutionnel que je voulais vous poser tout de suite, que je voulais vous poser tout à l'heure. Ouais. Il y a un de nos spectateurs qui demande bonjour, le Rassemblement national n'envisage-t-il pas de supprimer le Conseil constitutionnel? On peut supprimer le Conseil constitutionnel? On peut pas vraiment. Non, on peut pas. Déjà, on peut pas parce que c'est une question une fois, c'est une cour indépendante du politique. Heureusement, le pouvoir exécutif n'a pas le pouvoir de supprimer le Conseil constitutionnel. D'ailleurs, à ma connaissance, il faudrait probablement changer de constitution si on voulait en supprimer sa Cour suprême, puisque la Cour suprême, c'est précisément ce qui vérifie que la Constitution est respectée. Donc, on ne peut pas. Ce serait un coup d'État. Alors, en l'occurrence, un vrai coup d'État et pas un coup d'État de droit, comme disait la formule malheureuse de Laurent Wauquiez à l'époque justement de cette loi immigration. Donc, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que le Rassemblement national, il va opposer ce qui forme deux piliers de la démocratie. La démocratie, vous savez, c'est le règne de la majorité, hein, d'abord, c'est 50% plus une voix, on va s'en rendre compte dans les prochaines semaines, mais c'est aussi l'état de droit, c'est-à-dire ce sont aussi des règles qui permettent de respecter les libertés dans lesquelles une démocratie libérale s'est inscrite depuis maintenant des décennies, voire des centaines d'années. Et c'est pas l'un ou l'autre. Et tous celles et ceux qui opposent l'un à l'autre, à mon avis, se font une mauvaise idée de la démocratie. Donc s'il y a le RN qui est au pouvoir, très nettement, il y aura là une sortie du fonctionnement normal de nos institutions. Ça, c'est une évidence. Bon. Après, il y a une deuxième possibilité de créer l'irrémédiable, c'est que de toute manière, toute forme de cohabitation, qu'elle soit en système minoritaire, majoritaire avec le Front populaire, ou même qu'on est face à une sorte de gouvernement d'union républicaine, comme certains en appellent, en disant finalement le Front populaire, ça ne sera pas assez, il faudra qu'on étende à une partie du centre pour gouverner contre le RN, pourquoi pas, ça fait partie des possibilités. De toute manière, ça va changer la pratique des institutions, parce que vous avez raison de rappeler que dans la 4ème République, le problème ne venait pas tant du Premier ministre ou du président du Conseil que des abus précédents du président de la République. Mais surtout, le problème, c'est que depuis, dans la pratique de la 5e, nous n'avons pas l'habitude de fonctionner en coalition lorsque ces coalitions n'appartiennent pas strictement à la même famille politique. On sait comment ça marche, hein. Vous avez le RPR, l'UDF qui forment l'UMP, bon ça, ils savent fonctionner entre eux, avec le centre. Bon, à gauche, on a l'habitude depuis les années 30 et puis les années 70, surtout l'union de la gauche, François Mitterrand, les communistes, tout ça, on sait faire. Mais on ne sait pas faire une coalition qui déborde légèrement. Hein. À chaque fois qu'on a tenté, même en 1989, on est parti chercher quelques voix du centre alors que le gouvernement était socialiste. Même ça a été toute une histoire. Les coalitions, on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude aussi parce que le règne majoritaire fait que si vous épuisez une coalition centriste, alors qu'est-ce qui reste ? Il reste uniquement le RN. Hein, imaginez demain même qu'il y ait un gouvernement d'unité républicaine tel que certains l'appellent de leur vœu. Pourquoi pas, à court terme, ça va peut-être nous sauver du RN. Mais est-ce que ça va éliminer la menace de 2027 ? Non. Et pour finir là-dessus, donc du coup, il me semble qu'on crée de l'irrémédiable parce que il sera temps, si la menace est écartée, et même si elle ne l'est pas, d'un gouvernement RN, de réfléchir quand même à qu'est-ce qui, dans nos institutions, a permis d'en arriver là. Qu'est-ce qui a permis à un homme seul
fut-il élu par les Français en 2022 lors de l'élection présidentielle, de décider avec une poignée de conseillers non élus de nous mettre dans une telle situation dramatique de nos institutions. On peut ajouter que c'est 4 ou 5 personnes qui nous mettent au bord de la crise de nerfs. M. Macron, évidemment, en premier. M. Ciotti, qui décide tout seul que son parti va faire une alliance avec le RN. Mme Le Pen et Bardella, parce qu'on a l'impression qu'il y a deux personnes dans ce parti, puisqu'il n'y a que Convoi. Et M. Mélenchon, qui peut tout faire capoter à gauche. Donc on a l'impression que 5 personnes dans ce pays peuvent complètement nous mettre cul par-dessus tête, à tel point que j'imagine que certains d'entre vous ont vu qu'il y a un débat sur TF1 le 25 juin, où on enverra chacun des leaders, et j'imagine que certains soutiens du Front Populaire peuvent commencer à s'inquiéter de voir que c'est M. Bompard, le leader de la France Insoumise, le plus décrié au sein de la France Insoumise, qui a été choisi pour représenter le Front Populaire. Bon. C'est pour ça que je vous dis que je ne crois pas... il est quand même, si vous voulez... C'est pour ça que je vous dis que quand on connaît bien de l'intérieur, si vous voulez, ce qui s'est... Alors moi, j'ai un exemple que j'ai bien suivi à l'époque à Marseille, qui a bien fonctionné. Bon. Je précise que je ne partage pas exactement le contexte politique local à ce moment-là. Mais en tout cas, il a très bien fonctionné. Je connais les gens qui ont été à l'œuvre de cette affaire, si vous voulez, qui était intéressant. Là, pour le coup, on n'est pas du tout. Qui tient les clés ? Pour le coup, on a Olivier Faure d'un côté, parce qu'on en revient au patron des partis. Hein. C'est là où aujourd'hui, qui est les rênes des partis. Pourquoi Ciotti a pu se permettre ce qu'il faisait de manière individuelle ? Parce que c'était le patron du parti. Guillaume Carayon, qui était le patron des jeunes du DLR, bon, qui en ont profité pour d'ailleurs se foutre dans les circonscriptions, parce que sinon ils devaient attendre longtemps. Bah, voilà, c'est ça. Bon. De l'autre côté, on a Jean-Luc Mélenchon qui, il n'a pas envie qu'il y ait quelqu'un d'autre ni à Matignon, ni qui prennent les devants, si jamais le nouveau Front Populaire est en situation de le faire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on crée ? On crée, alors au-delà de l'accord de gouvernement qui vous réjouit, mais qui n'est pas réaliste, mais du tout, absolument pas réaliste, et qui pose une question d'ailleurs ensuite de fonctionnement. Alors pour le coup, il est déjà fait, si vous voulez, il n'y aura rien qui tiendra de ce point de vue-là, parce qu'il n'en a pas envie. Il n'en a pas envie. Et que malgré tout, dans cette organisation extrêmement verticale, très disciplinaire, je pleure pas, Alexis Corbière, Raquel Garrido, qui ont aussi coupé des têtes en leur temps, hein, parce que ce qui leur est arrivé, ils l'ont pratiqué eux-mêmes, parce que c'était la culture de ce parti-là. Mais je dis que voilà, c'est à l'intérieur des partis, et en l'occurrence là, les petites mines Bompard, pour aller représenter au débat, c'est l'exemple concret, si vous voulez, et fondateur. On a une semaine du premier tour. Vous vous rendez compte, c'est fini après derrière. Il n'y a plus rien, il y a d'autres débats, mais c'est terminé. Donc c'est létal. Donc ça veut dire que si ça dit bien de ce qui se passe à l'intérieur et vous avez raison d'insister sur cette poignée de gens. Alors ça existe dans tout, même dans les régimes parlementaires. Vous allez vous promener en Allemagne, si vous voulez, quand même. Ça résonne. Non, attendez, ça résonne. Alors pour suivre, pour le coup, de manière très concrète et pour influer de temps en temps, malgré tout, autour du gouvernement allemand, je vous assure que c'est beaucoup plus allemand. C'est-à-dire que, mais quand vous êtes bavarois, vous n'êtes pas de Berlin, et ainsi de suite. Donc on a une toute autre configuration, mais les chefs, si vous voulez, sont quand même très soumis. Mais Monsieur Scholz, par exemple, aujourd'hui, qui est très contesté à l'intérieur du SPD, eh bien, pour autant, il gouverne, il ne va pas lâcher. Donc, on est dans un contexte qui est quelque part M. Sanchez en Espagne, si vous voulez, il s'est maintenu au pouvoir dans un contexte qui a très bien amélioré. Oui, mais non, mais il domine même avec le PP, si vous voulez. Mais voilà, on est dans ces calculs politiques. Je crois que Marianne Cohandé n'est que demi-convaincue. Bien sûr. Parce que vous dites, Jean-Christophe. Oui, moi je pense qu'une alliance de la gauche, que le Front Populaire peut tenir, parce que les circonstances l'exigent, parce qu'il y aurait une volonté vraiment de gouverner ensemble, pour justement faire obstacle au désordre. Et mais ça ne suffit pas. Il faut vouloir gouverner parce qu'on en a envie. On a la même vision de société. Et aujourd'hui, les deux gauches irréconciliables, c'est pas une théorie fumeuse. Mais dans tous les autres pays de l'Union, les gens sont capables d'être intelligents et de discuter. Et je refuse de me laisser convaincre que les Français seraient les seuls abrutis d'Europe. Je pense que les Français peuvent être capables de discuter, de s'écouter, de faire des compromis. Et je voudrais revenir sur cette hypothèse du Rassemblement national au pouvoir, parce qu'on était quand même parti de là et des dangers que ça représente. Pour nous tous, c'est tellement évident qu'on a tendance avant que le stream commence, à ne pas les rappeler. Donc, rappelez que déjà, ça a été évoqué rapidement tout à l'heure, ils veulent privatiser l'audiovisuel. On a un service public formidable de l'audiovisuel, mais qui est remarquable en France. Et si on supprime ce service public, qu'est-ce que ça veut dire ? Que tout l'audiovisuel va être à la botte de grands groupes industriels. Et on voit ce que ça donne sur un certain nombre de chaînes télévision ou radio que je n'ai pas besoin de citer. Donc ça, c'est un vrai problème pour la liberté d'expression. Ils veulent aussi, au niveau de la justice, prendre des mesures très dures. Réduire la liberté des magistrats, etc., ce qui pose un problème avec les grands principes du droit pénal, le principe de séparation des pouvoirs. Ils veulent s'en prendre à l'ensemble des droits de l'homme. La préférence nationale, évidemment, l'ensemble des droits de l'homme.
s'opposer au Conseil constitutionnel. Alors, c'est bien que la question soit posée, ils ont bien raison. Elle revient très souvent dans le chat, la question du Conseil. Mais c'est très bien que cette question revienne. Non, un gouvernement ne peut pas supprimer le Conseil constitutionnel puisqu'il est prévu dans la Constitution. En revanche, dans les pays où l'extrême droite a pris le pouvoir, que ce soit en Hongrie, en Pologne ou ailleurs, ils ont réussi par des mesures complètement sournoises et détournées à affaiblir considérablement la Cour constitutionnelle. Les premières choses auxquelles s'attaquent ces gouvernements d'extrême droite, c'est les médias, la justice et spécialement la justice constitutionnelle. Donc là, il y a des vrais dangers. Il faut rappeler aussi leur aversion pour les droits de l'homme. Dans leur programme de 2002, ils avaient écrit dans leur programme « Le Conseil constitutionnel contrôle la conformité des lois aux articles de la Constitution ». Personne n'y a vu que du feu. On n'est que quelques juristes à s'être dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ?» Notre Constitution, elle comprend deux choses. D'une part, le préambule qui renvoie à la Déclaration de 1789, au préambule de 1946, à la Charte de l'environnement, et donc qui contient 90% de nos droits de l'homme. Et puis les articles. C'est l'ensemble de ces deux choses qui forment notre Constitution. Si on dit le Conseil constitutionnel contrôle la conformité des lois par rapport aux articles de la Constitution, c'est comme si on prenait nos droits de l'homme et qu'on les mettait à la poubelle. Ou qu'on empêcherait concrètement le Conseil constitutionnel de vérifier que les droits de l'homme ne sont pas bafoués, ce qui montre leur intention de bafouer ces droits de l'homme. Intention qui est avérée aussi par le fait qu'ils rêvent de sortir de la Convention européenne des droits de l'homme, qui critiquent sans cesse cette Convention européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme, aussi volonté de démolir les droits de l'homme en ce qui concerne les droits environnementaux. Le droit de l'homme à un environnement sain est absolument crucial et on sait que la politique de tous les gouvernements d'extrême droite, et notamment du RN, c'est de faciliter l'usage des énergies fossiles et de permettre les atteintes à l'environnement. Donc il faut rappeler qu'il y a des vrais risques très importants pour les principes de base de la République et de la démocratie. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. Je trouve que c'est justement indispensable de rappeler en fait quel est le programme, parce que ces dernières années, on n'a fait que de parler de banalisation. On est revenu sur finalement les mesures qu'ils arrêtaient de porter historiquement, la peine de mort, la sortie de la France de l'Union européenne. Là encore récemment, j'ai entendu qu'on revenait sur la question de l'interdiction de la binationalité hors Union européenne, etc. Donc on revient en fait sur ce qui a édulcorer un peu le programme historique, etc., alors que fondamentalement, il y a des menaces sur les libertés, sur les droits. Et je pense que le sursaut derrière l'union de la gauche, mais aussi de la société civile organisée, elle vient de ça, elle vient aussi de la mesure de la menace sur les corps intermédiaires, sur les associations. Et ça doit effectivement nous interpeller, même si ce que vous dites, à mon avis, est très juste, c'est que là, il y a un sursaut, il y a une mobilisation, il y aura les résultats à une nouvelle assemblée, mais il y a encore des élections, et notamment la présidentielle de 2027. Et où sera cette énergie? Est-ce qu'elle sera encore forte et capable d'agir comme ça et de se mettre en mouvement? Voilà, je l'espère, mais il y a encore aussi du chemin et des échéances d'ici là. Je crois qu'il y a aussi un élément qui est un peu délétère, mais que cette élection pourrait clarifier, c'est quand même aussi le sens d'une certaine gravité de l'histoire. C'est-à-dire, là, je parle aussi, je suis politiste, je suis aussi historien des idées, alors ça m'intéresse, je me suis beaucoup intéressé aux grandes crises de la Ve République, et nous vivons, n'en déplaise beaucoup à certains de nos concitoyens, dans des démocraties qui sont relativement apaisées, c'est-à-dire qu'elles ne connaissent pas de guerre. Elles connaissent des conflits, certes, très importants, sociaux, économiques. Il y a beaucoup de nos concitoyens qui vivent dans des conditions très difficiles. Ça, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on va dire que dans un pays dont les frontières sont sécurisées depuis plus de 200 ans, ou 150 ans, dans un pays dans lequel, globalement, depuis 70 ans, nous vivons dans un état de droit et dans un régime d'alternance politique qui est un régime d'alternance qui fonctionne relativement bien. Encore une fois, on a 1000 choses à dire sur l'état de la démocratie. Mais je crois que nous nous comportons parfois, là je le dis collectivement, comme des enfants gâtés de la démocratie, qui pensons, moi j'entends dire après tout, on n'a jamais essayé le RN, comme on n'a jamais essayé de manger des punaises de lit. Il y avait une caricature assez amusante. Local, justement. Voilà. Il y avait une caricature assez amusante qui disait on
n'a jamais mangé de punaise de lit, on n'a jamais pris de bain d'acide, on n'a jamais sauté par la fenêtre. Donc après tout, pourquoi pas voter pour le RN? C'est fait partie des choses qu'on n'a pas essayé. Et encore une fois, je voudrais attirer l'attention sur le fait que là, l'action de dissolution et la façon dont est menée la campagne par une partie des forces politiques, je la trouve assez inquiétante. Parce qu'on a l'impression que finalement, tout ça n'est pas si grave. Il y a un côté un peu, bon, quoi qu'il arrivait alors, qu'est-ce qui peut bien se passer? Et je crois que vous avez très justement rappelé ce qui peut se passer. Et je crois que ce qui est d'autant plus grave dans la situation, c'est que si le RN parvient au pouvoir, je dis lorsque, mais je dis si le RN parvenait au pouvoir par une majorité absolue, eh bien, on n'en verrait pas les conséquences immédiatement. Et ça, j'insiste là, c'est ça. Pour une grande partie des Français, les Français vous diraient au bout de 3 mois, qu'est-ce que ça change? D'abord parce que la privatisation de l'audiovisuel, ça mettrait quand même 6 mois à se mettre en place. Vous savez, il faut un parlement, puis on dit ça. Puis comme les partis populistes ne se sentent jamais tenus à leur programme, ils l'ont fait d'ailleurs, ils ont dit, la retraite à 60 ans, finalement, on le fera plus tard. C'est pas grave, c'est pas pour ça que les gens votent pour nous. Les gens votent pour le RN parce qu'ils veulent moins d'immigration, plus de sécurité, plus de défense des valeurs traditionnelles de la France. Et c'est ça qu'ils veulent. Bon, le reste, ils s'en fichent, mais complètement. Et évidemment, du pouvoir d'achat. Mais encore, quand vous interrogez dans les enquêtes de valeur, on interroge les électeurs sur pensez-vous que votre situation s'améliorera si un gouvernement RN, la majorité des gens qui votent RN disent non, on sait que ça ne changera rien. Et ce qui se passe en Italie chez nos voisins, où il y a un gouvernement post-fasciste depuis maintenant 2 ans. Il n'y a pas moins d'immigrés dans ce pays, il n'y a pas plus de lutte contre l'immigration, et pourtant les gens disent on se sent mieux. Parce que la politique, évidemment, ça se joue aussi dans notre tête. Mais là, encore une fois, il y a une sorte d'irresponsabilité générale de dire après tout ça n'est pas si grave. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que ces forces politiques, elles s'attaquent d'abord aux minorités. Les minorités, c'est pas à nous tous. Peut-être que nous en connaissons un, ici ou là, etc., qui commencera par être la cible. C'est un étudiant ou une étudiante de nationalité étrangère qui ne peut plus obtenir de visa, qui doit quitter le territoire alors qu'il est ou une bonne étudiante. C'est un ami qui est homosexuel et qui va faire l'objet d'une rixe dans la rue. On va dire mais ça n'a rien à voir. Quel rapport avec la situation politique ? Aucune, c'est évidemment, ça sera condamné par un gouvernement RN. C'est la libération de toutes les énergies négatives. Il y a un terme en allemand qui est un beau terme qui dit Schadenfreude, la joie mauvaise du chaos, du désordre, la joie mauvaise du renversement des valeurs, des gens qu'on mettait tout en haut et qu'on met tout en bas. Cette espèce de volonté de revanche. Et que je peux comprendre parce que les gens n'ont pas envie qu'on leur donne des leçons et quand on leur donne des leçons, c'est normal qu'ils aient envie parfois de mettre par terre ceux qui en permanence de leur chair, et les professeurs d'université en savent quelque chose, peuvent avoir le sentiment de donner des leçons. Moi, je donne des leçons à personne, je dis juste attention, parce que ça a une réalité. Et encore une fois, dans tous les régimes où l'extrême droite a pris le pouvoir, surtout lorsqu'elle est seule, parce que nous ne sommes pas dans un système parlementaire, nos voisins sont en coalition, dans lesquels l'extrême droite n'est pas toujours majoritaire, voire le plus souvent minoritaire. Alors, ce n'est pas le cas en Italie, quoique le gouvernement est largement contrôlé par la droite, donc il ne peut pas aller au-delà d'un certain nombre de points. Mais le problème du système français, c'est un système majoritaire. On donne tous les pouvoirs. En anglais, ils disent « winner takes all ». Le gagnant, il prend tout, il a tous les pouvoirs, il peut tout faire. Article 19, article 20, le Premier ministre conduit la politique de la nation, le gouvernement dirige la politique du pays. Macron, il aura quelques pouvoirs constitués. Bon, évidemment, la défense, quand même, on ne va pas jeter une bombe nucléaire sur nos voisins. Mais pour le reste, un gouvernement est parfaitement légitime, du coup, légitimé par l'élection pour faire ce qu'il veut. Et nous sommes dans un système dans lequel les pouvoirs intermédiaires, les corps intermédiaires sont en tellement petit nombre, sont tellement affaiblis qu'il faut bien se garder de penser qu'on peut jouer avec le feu sans conséquence. Non, alors moi pour le coup, je vous trouve très... Alors, chers amis, je vous indique simplement qu'il est 19h30 et qu'on va pas tarder à clore puisque je vois que moi je voudrais juste quand même mais vous prendrez moi je trouve que c'est bon. Écoutez, je pense que alors bien sûr on a l'exemple italien, on a l'exemple polonais où M. Tusk a repris le pouvoir, après derrière c'est pas tout à fait réglé, mais il y a quand même des situations en Europe dans des contextes qui sont comparables, qui permettent d'imaginer des situations quand même qui sont des transferts réguliers, qui permettent aussi les alternances. Moi, je fais confiance, pour le coup, à la différence de ce que vous dites. À la fois, je vous le redis, globalement, si vous voulez, à l'ensemble de la représentation politique, je vous le redis, moi, j'ai pas d'accord particulier avec le RN ni avec LFI, par exemple, et ainsi de suite. Je vous dis que dans les deux cas, il y a des choses qui pourraient m'inquiéter. Voilà, par exemple, c'est pas comme le président de la République, je les mets pas exactement au même niveau, mais ça, pour moi, il y a des choses qui m'inquiètent dans les deux cas. Pour autant, je vous dis, voilà, il y a un monde territorial, il y a des corps institués qui sont quand même, voilà, l'université, vous en avez parlé, le monde académique, la justice, tout ça fonctionne dans ce pays. Là où il y a plus un peu d'inquiétude parfois, c'est dans les médias, où on peut avoir, effectivement, compte tenu de la propriété de certains médias, on peut avoir des débats. Moi, alors pour le coup,
Je suis alors beaucoup moins inquiet que vous sur cette espèce de menace qui, pour le coup, m'a inquiété aussi dans les mots du président de la République, mais dans les deux sens. Vous voyez, quand il a annoncé d'un côté des révolutionnaires sanguinaires qui voulaient par la rue prendre le pouvoir, imposer un communisme ou je ne sais quoi venu d'ailleurs, et de l'autre côté des néofascistes rampants qui viendraient effectivement nous priver de toutes nos libertés. Je n'y crois pas un seul instant, c'est-à-dire que pour le coup, moi je pense que notre République, elle est suffisamment forte parce que des gens vont arriver au pouvoir, ils se mettront d'accord, alors c'est pas la 4e République, ou pas, et qu'ensuite derrière il y a des gens. Il y a des gens partout, dans les médias, il y a des gens à l'université, il y a des gens dans les corps constitués, il y a des gens dans l'armée, dans la police et ailleurs, qui sont des démocrates et qui, de toute manière, ne se laisseront pas déborder. Si vous voulez, pour le coup, je suis moins inquiet que vous et j'aime pas, alors pour le coup, je vous le dis en tant que citoyen français, j'aime pas trop cette alerte qui fait écho pour moi à cette moi ou le chaos que le président de la République a voulu sortir. Et j'en ai assez, si vous voulez, j'en ai assez de ça. Je veux quelque chose de plus apaisé, c'est pour ça que je n'étais pas content. Je voulais qu'on ait un été apaisé, qu'on fasse l'Euro, qu'on aille aux Jeux Olympiques et qu'éventuellement après, on ait un vrai débat, comme vous l'avez souhaité, avec du temps. Arrêtons avec ces systèmes de peur hallucinants, si vous voulez, le FMI qui va venir nous mettre sous tutelle, c'est délirant. Et si vous voulez, aujourd'hui, l'Europe montre qu'on peut s'en sortir. Alors, il y a la Hongrie qui est un peu plus inquiétante, il y a la Slovaquie, mais vous parlez pas de la France, excusez-moi, vous ne parlez pas de la France et vous avez raconté vous-même qu'on a vu des alternances complètes. Et heureusement pour nous, voilà. Heureusement pour nous. Tous les pays de la Terre dans lesquels l'extrême droite est arrivée au pouvoir, elle s'en est prise à des fondements de la démocratie, elle s'est accrochée au pouvoir de manière très tenace et ça pose des problèmes majeurs. Donc je vous trouve d'un angélisme. Non, pas angélisme. Optimisme. Vraiment... heureusement qu'on peut être optimiste. Oui, heureusement. Moi je suis très optimiste. Je pense à mes enfants, je préfère être optimiste qu'annoncer la mort. Je pense que là vous êtes vraiment excessivement optimiste sur ce qui pourrait se passer. Il faut relire ce qui s'est passé dans l'histoire, aussi se souvenir et voir qui sont ces gens-là. On est encore là. On est encore là. Il faut savoir qui sont ces gens-là. Je suis désolée, mais Monsieur Bardella vient du GUD et on sait qui est le GUD. Les gens du GUD ont mis le feu chez moi il y a quelques années et chez 2 autres collègues de l'université à Lyon, ainsi que chez des étudiants et chez les profs. Pourquoi ils ont mis le feu à notre domicile ? Parce qu'ils croyaient qu'on était juifs. Ah bah ouais, c'est une bonne raison pour aller mettre le feu au domicile d'une personne alors que mes bébés dormaient dans l'appartement, etc. Donc il faut voir qui sont ces gens-là. Et vous avez beau m'expliquer que ce sont des anges et qui vont rien faire et que c'est pas grave de les mettre au pouvoir, non, je ne peux pas vous entendre. C'est pas ce que je dis, c'est pas des anges. On ouvrira ce tiroir-là une autre fois. Un mot pour finir, parce qu'effectivement, je me range plutôt de votre côté et vraiment, j'insiste sur l'idée que la démocratie, ça se résume pas au vote et que derrière, c'est un ensemble de principes qu'il faut défendre, qui sont pas acquis, qui sont pas éternels. Tout ça, c'est de la construction permanente. La vie démocratique, c'est quelque chose c'est un processus qui se construit. Et à partir du moment où on le prendra comme un acquis, justement, c'est là où il y a les ennemis de la démocratie qui vont s'y attaquer et qui vont s'engouffrer dans toutes les brèches et qui, à mon avis, n'auront aucun scrupule à se retourner contre ces principes démocratiques de liberté de la presse, de respect des corps intermédiaires, liberté d'expression, respect, antidiscrimination, etc. Donc voilà, point de vigilance. Vraiment, la démocratie, c'est pas que le vote, c'est aussi un peu un style de vie, un choix collectif et qu'il faut absolument préserver parce que sinon, effectivement, c'est pas moi ou le chaos, mais on va quand même devant un horizon un peu assombri. Merci, Marie-Hélène Valiergue. Vincent Martini. Le mot de la fin, oui. Verre à moitié vide. Je partage les angoisses parfois de certains d'entre nous qui disent que les forces politiques ne se valent pas toutes et qu'à ce titre-là, dire on s'en tirera toujours, c'est pas totalement vrai, parce que ça voudrait dire que finalement toutes ces forces politiques ont la même légitimité, sont des démocrates à égalité. Je pense pas que ce soit le cas. Verre à moitié plein, il existe dans ce pays 1000 ferments de démocratie qu'on ne trouve pas seulement dans les partis. Il existe des corps intermédiaires qui ont été très affaiblis depuis une dizaine d'années, il faut le dire, par la pratique césariste du pouvoir de l'actuel président, qui faisait suite déjà à d'autres présidents, il n'a rien inventé. Mais ces ferments qui essayent de s'exprimer dans différentes directions, d'ailleurs, il leur reste une dizaine de jours pour affirmer, en fait, tout simplement leur attachement aux principes qui sont les nôtres. Et à ce titre-là, c'est aux Français de jouer. Et les commentateurs peuvent se ranger qu'à cet avis-là. Merci Vincent Martini, 19h35, passé de 23 secondes. Je vous chasse de manière très inélégante, en donnant l'heure, en vous remerciant et en vous remettant entre les mains de Joey qui vous attend quelque part, je crois. Et Cyril, Joey est là ? Tu l'aperçois. Merci de nous avoir fait l'amitié de vos lumières et revenez bien sûr quand vous voulez si l'exercice vous a plu. Et si vous a plu, c'était un plaisir largement partagé pendant cette 7h30. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon retour chez vous et à très très vite j'espère.
Il est 19h35, passé de 53 secondes. Nous quittons la politique fiction, les élans dissolutoires, les recompositions de circonstances pour filer au Proche-Orient. Il n'y a plus de cabinet de guerre en Israël. Benjamin Netanyahou l'a dissous lundi. Le cabinet de sécurité reprend la main, va décider seul des opérations à mener à Gaza. En début de semaine, encore des frappes au nord de la bande de Gaza, des explosions au sud, mais une situation relativement plus calme au 4e jour de la grande fête musulmane du sacrifice. Dans un message aux musulmans pour l'Aïd al-Adha, le président américain Joe Biden a défendu dimanche dernier un plan de cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, y voyant le meilleur moyen de venir en aide aux victimes des horreurs de plus de 8 mois de guerre. Bonsoir Colline Bétou. Bonsoir. Colline, on vous connaît, vous êtes déjà venue, vous êtes conseillère juridique en droit international humanitaire. C'est ça. À vos côtés, une autre personne qu'on connaît bien, c'est Guillaume Ancel. Bonsoir Guillaume. Vous êtes un ancien officier français, chroniqueur, auteur du blog Ne pas subir, auteur par ailleurs de Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette, paru en début d'année, je crois, chez Flammarion. Oui. C'est quoi une pause tactique, Guillaume Ancel ? Une pause tactique, c'est quand l'armée commence à dire ça ne peut pas continuer. Et en fait, c'est ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. L'armée israélienne publie le fait qu'elle a décidé d'appliquer une pause tactique. Alors, dans un endroit très délimité, dans un temps très délimité, on est sur une route d'accès à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Et l'armée israélienne dit de telle heure à telle heure, on arrêtera les combats pour permettre à l'aide humanitaire d'être acheminée. Et quelques heures après, Benjamin Netanyahou reprend immédiatement la parole pour désavouer son armée. Et dire non, mais il n'en est pas question. Il n'est pas question que cette guerre s'arrête. Et on voit bien que ça crée une tension, qu'il y a une tension très forte, qui est revenue encore aujourd'hui avec son armée, où le porte-parole officiel de l'armée a dit « Mais pourquoi est-ce qu'on fait croire aux Israéliens qu'on pourra détruire militairement une organisation terroriste ?» Jamais personne n'a réussi à le faire. Et Netanyahou reprend immédiatement la parole pour dire en gros à l'armée « Fermez vos gueules. Parce que vous êtes des défaitistes. » Et le fils de Netanyahou, qui est très actif sur les réseaux sociaux, vient faire le service après-vente de papa pour raconter n'importe quoi sur les généraux défaitistes, les médias. Ce sera de la faute des militaires si cette guerre n'a pas fonctionné. Mais là, on nage en plein délire. La réalité, c'est que depuis le début, l'opération Netanyahou est vouée à l'échec. Parce que son objectif de détruire militairement une organisation terroriste. Jamais personne n'y est arrivé. À ceux qui nous rejoignent, peut-être qui ne connaissent pas ces sujets-là, pourquoi c'est très compliqué d'éradiquer, si je puis dire, une organisation terroriste par une armée régulière. Je vais le dire en 2 mots. Une organisation terroriste, c'est une armée de fantômes. C'est tout sauf une armée régulière. Le Hezbollah au Liban, c'est une armée qui est structurée, organisée, qui a des uniformes, des casernes, une structure militaire. Et donc une armée peut s'attaquer à une armée. Les miliciens du Hamas, ce sont des civils qui, à un moment ou à un autre, prennent une arme. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est à peu près sûr qu'il n'y a jamais eu une structure avancée dans le Hamas. Il faudrait plutôt le décrire comme une espèce de galaxie de clans ou de mafias locales. Il y a quand même des chefs. Des chefs qui se tuent régulièrement entre eux ou qui prennent le pouvoir l'un sur l'autre. Mais il n'y a pas une organisation verticale. Il y a des chefs politiques du Hamas, qui d'ailleurs ne sont pas sur la bande de Gaza, et puis il y a des chefs militaires au gré de l'influence de tel ou tel groupe. Et par conséquent, militairement, c'est très difficile de s'attaquer à eux, parce que c'est comme vouloir effacer des fantômes. On en tue un, mais il y en a 5 qui prennent leur place. On massacre et on bombarde, ce qu'a fait quotidiennement l'armée israélienne depuis maintenant presque 9 mois sur la bande de Gaza, et on garantit leur recrutement pour les 20 années à venir. Et c'est ça que disent aujourd'hui quelques militaires israéliens. Je rappelle qu'il y a 3 semaines, Benny Gantz, qui est un ancien général qui était dans le cabinet militaire de Netanyahou, a démissionné, dégoûté par ce qui s'est passé, et en particulier par un incident, qui n'est pas un incident d'ailleurs, qui est un événement. Netanyahou était censé répondre à un projet de cessez-le-feu qui est porté par le président américain Joe Biden, et qui se basait sur les demandes de Netanyahou. Donc on était tous persuadés que le projet devait aboutir, puisqu'il émanait directement du cabinet de Netanyahou. Or, que fait Netanyahou pour empêcher que ce cessez-le-feu ait lieu ? Il déclenche une opération qui était préparée depuis plusieurs semaines pour aller chercher par la force et en plein jour 4 otages dans la bande de Gaza et qui vont faire presque 300 morts.
Il sait pertinemment qu'en faisant ça, il stoppe toute discussion avec le Hamas, qui évidemment est horrifié, et dit mais comment en pleine négociation vous pouvez déclencher une opération aussi catastrophique? Et lui, il met en avant les 4 otages qu'il a libérés, en oubliant de dire que dans le projet, il y avait la libération d'au moins 40 otages. Ça veut dire qu'il a sacrifié la vie d'une 40aine d'otages uniquement pour empêcher que le cessez-le-feu arrive. Et c'est là où je voulais en venir, pour laisser la parole à Colline, c'est que, en fait, Netanyahou est une grande partie du problème de cette guerre, et qui danse un tango mortel avec le Hamas. Les deux veulent continuer à tout prix la guerre. Tant qu'ils seront là, je pense qu'il n'y a aucune possibilité de sortie de la guerre. Colline Bétou. Oui, alors il y a beaucoup d'éléments sur lesquels j'aimerais rebondir qui sont très intéressants et que je peux compléter avec au moins 20 minutes pour le faire. Avec un point de vue peut-être plus juridique. D'abord, concernant la pause tactique, alors ça pourrait s'apparenter dans un autre langage à ce qu'on appellerait une trêve humanitaire, c'est-à-dire une suspension des combats délimités géographiquement et dans le temps. Sur une plage horaire particulière. Voilà, exactement, qui est finalement décidée pour diverses raisons. Et là, ce qui est intéressant, et je rebondis sur les propos de Guillaume, c'est que vraiment, il y a en effet, alors je ne vais pas commenter de décisions politiques, parce que moi je suis juriste, donc c'est vraiment pas mon domaine, mais c'est intéressant de voir parfois la dichotomie qu'il peut y avoir entre les dirigeants politiques et ceux qui sont sur le terrain. Qu'ils soient militaires ou humanitaires, d'ailleurs, ils sont confrontés à la même réalité. Et à la fin de la journée, quand même, un militaire reste un être humain, et c'est d'ailleurs pour ça que le droit international humanitaire existe, c'est pour garder de l'humanité, même dans une situation chaotique, catastrophique, voilà. Et les militaires, à la fin de la journée, ils rentrent chez eux, ils ont une famille, ils doivent pouvoir se regarder dans la glace. Et je pense que ça échappe souvent à ce qu'on peut percevoir d'une guerre. Et c'est intéressant moi, je travaille souvent avec des militaires, et c'est intéressant de tout d'un coup s'apercevoir que non, en fait, ce ne sont pas des machines, ce sont des êtres humains, et il y a une limite dans ce qu'ils peuvent accomplir pour des raisons politiques. Parce que, surtout une armée comme l'armée israélienne, qui a été formée au droit international humanitaire, voilà, ça reste des êtres humains. Après, je ne commente absolument pas le fait que le droit a été violé ou pas. C'est pas mon propos ici. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a souvent une dichotomie entre les volontés politiques et ceux qui dirigent et qui sont loin des théâtres d'opération, et ceux qui sont sur le terrain et qui sont confrontés à l'horreur de la guerre. Donc ça, c'était un deuxième point que je voulais mentionner. Et le troisième point sur lequel je voulais rebondir, c'était sur la notion, sur la définition qu'on pourrait donner du Hamas, sans rentrer dans des polémiques. En droit international humanitaire... On peut faire un peu de polémique aussi. Le groupe terroriste n'est pas défini. C'est une notion politique. Les groupes terroristes sont listés par différentes institutions politiques ou organisations intergouvernementales comme l'ONU ou l'Union européenne. Mais en droit international humanitaire, c'est une notion qui n'existe pas. À tort ou à raison, peu importe, ce n'est pas le sujet ici. Donc on parle de groupes armés. Et dans un conflit armé international, comme c'est le cas ici, puisqu'il s'agit d'une situation d'occupation, il n'y a que 2 acteurs possibles, on va dire, une armée régulière, une armée étatique, qui est là, en l'occurrence, l'armée israélienne, et en face d'elle, un ou plusieurs groupes armés. Il y a le Hamas, mais il y en a d'autres. Il me semble qu'il y en a 6 autres impliqués dans le conflit. Donc, le groupe armé, la difficulté, en effet, et c'est ce que vous avez dit, c'est que normalement, il y a des critères de définition qui ont été établis par les différents tribunaux internationaux qui existent. Et là, la difficulté, c'est que les critères sont difficiles à réunir. Pour autant, il existe un groupe armé du Hamas et les autres. Et vient s'ajouter à cela la confusion qui est considérée aussi comme une cible légitime toute personne civile qui prend part directement aux hostilités.
Et là encore, c'est une notion qui est définie, qui correspond au droit conventionnel, mais aussi à la jurisprudence qui existe. Et donc, pour le définir de façon très triviale, une personne civile qui prend les armes, qui prend pour cible un objectif militaire et qui donc prend part directement aux hostilités, devient une cible légitime. Et donc, on peut tirer dessus. Après, toute la difficulté est de savoir à partir de quand on prend part directement aux hostilités. Donc, par exemple, il y a eu des discussions sur est-ce que le cuisinier qui prépare le repas pour le groupe armé, enfin pour l'armée ou pour le groupe armé, est-ce qu'il prend part directement aux hostilités puisque finalement il nourrit. Voilà. Bon, ça c'est un débat dans lequel je ne vais pas rentrer, mais disons que voilà, il y a de la confusion déjà sur les critères de définition du groupe armé du Hamas, ce qui facilite pas forcément la tâche, mais enfin bon. Quand même, on peut à peu près savoir qu'un enfant de 8 ans est a priori pas un combattant. Voilà. Ensuite, il y a la confusion des civils qui prennent part directement aux hostilités. Guillaume ? L'armée israélienne commence à s'inquiéter sérieusement d'être accusée de complicité de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité. Pas mal d'officiers qui Bien sûr. Surtout, il y a un certain nombre d'officiers qui réalisent que d'une part, Netanyahou les a mis dans une impasse, qui va leur faire porter le chapeau, exactement comme il veut leur faire porter le chapeau de l'échec du 7 octobre. Parce que le 7 octobre, c'est d'abord un échec du système sécuritaire et de la politique de Netanyahou. Et là, il voit bien la tendance qu'a Netanyahou actuellement à expliquer à la société israélienne que tout ça, c'est de la faute de ses comptes militaires. Ce que relaye parfaitement son fils. Son fils le dit de manière très caricaturale, mais c'est ce qu'il a entendu de son père, il ne l'a pas inventé tout seul. Et donc, ils commencent à s'inquiéter, ils disent, on va nous reprocher notre échec dans cette guerre, alors que c'est l'échec d'une politique. On va nous reprocher le déclenchement quasiment de cette opération, qui est le plus grave échec qu'ait connu l'armée israélienne pratiquement depuis sa création. Et puis, troisièmement, ce qu'on fait de manière répétée, typiquement là, l'opération de grande envergure qui a lieu dans la zone de Rafah, alors qu'ils avaient promis aux Américains et quasiment au monde entier qu'ils feraient quelque chose de limité. Dans la réalité, ils se battent exactement comme ils l'ont fait dans les 2 autres parties de la bande de Gaza. Ils empêchent l'aide humanitaire de parvenir. Et donc, ils voient bien qu'à un moment, outre les blessures et les morts de guerre, il y aura des blessures et des morts par tout simplement manque de nourriture, d'eau, de soins, de tout. Et donc, ils ne veulent pas être accusés de ça. Ça va, je pense qu'ils portent une charge suffisamment lourde et c'est pour ça qu'ils voulaient rétablir avec cette pause tactique au moins le fait que l'aide humanitaire, c'est des centaines de camions qui attendent, puissent rentrer, délivrer leur aide et qu'on ne puisse pas reprocher aux militaires israéliens d'avoir empêché ça. Sachant qu'ils empêchent déjà les journalistes de rentrer dans la bande de Gaza, ce qui est quand même assez inouï. Ils empêchent les civils palestiniens de quitter la bande de Gaza, ce qui est totalement contraire au droit international, et puis surtout dans leurs frappes. Parce qu'on est au même rythme de frappe que depuis le début du conflit. On est à 300 bombardements par jour en moyenne. Pour 90%, ils ne font que des victimes civiles. Donc ils savent très bien que tout ça leur retombera sur la tête, même s'ils essaieront de dire « mais le gouvernement Netanyahou nous a autorisé un tel taux de pertes collatérales ». N'empêche que c'est eux qui le font. Et donc bien sûr, ce à quoi on assiste actuellement, c'est une forme de déchirure au sein de l'armée israélienne, de militaires qui réalisent que cette stratégie est une impasse et qui ne veulent pas avoir à porter cet échec. Ça a un écho dans la population israélienne, dans l'opinion publique ? Alors, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette Est-ce que c'est de nature cette question, mais à infléchir certain. quelque chose chez Benyamin Netanyahou ? C'est ça ma question en fait. Alors, ça, je ne peux pas vous répondre non plus parce que je ne suis pas dans sa tête. Je ne suis pas non plus au fait de l'opinion dans la population israélienne, mais je n'ai aucun doute qu'il y a des gens qui défendent le droit international humanitaire comme partout dans le monde, dans la population.
et qui essaye d'influencer le gouvernement israélien pour que ce droit soit respecté. Parce que, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais je veux dire, ce qui fait que... Enfin, pourquoi ce droit existe, c'est parce que on veut préserver notre humanité commune. Et ça, ça me paraît être une évidence qu'en Israël, il y a des milliers de personnes qui défendent cette idée. Ça me paraît évident, comme il y en a partout dans le monde, dans tous les conflits, il y a plus d'une centaine de conflits dans le monde, ça me paraît évident que c'est le cas. Et simplement pour mentionner un point sur l'acheminement de l'aide, ce conflit a ça de particulier qu'il se déroule en grande majorité, enfin, si ce n'est la totalité du conflit, se déroule dans des zones urbaines. Et c'est là encore une difficulté supplémentaire. Je ne justifie ou ne pardonne en rien les crimes qui ont été commis. Mais comme je le disais tout à l'heure pour les groupes armés, il y a une difficulté supplémentaire, sachant que l'intelligence artificielle utilisée, enfin certains systèmes utilisés par l'armée israélienne ont une marge d'erreur de 10% lors des frappes. La difficulté, c'est que les frappes se passent dans des zones densément peuplées. Alors, avec une marge d'erreur de 10%, voilà, même si on cible quelques personnes, ça reste quand même un gros pourcentage dans une zone aussi densément peuplée. Donc, je dirais que quand on parle de pause tactique ou de trêve humanitaire, c'est bien, mais c'est loin d'être suffisant, malheureusement. Et ça, je pense que dans la population israélienne, ils en sont. Enfin, il y a une part de la population qui en est tout à fait consciente. Guillaume Ancel. Colline, peut-être deux choses. D'abord sur l'utilisation, des moyens offensifs que font actuellement les militaires israéliens. Leurs moyens sont disproportionnés. Je vais prendre qu'un seul exemple. Un tiers des munitions qu'ils utilisent pour les bombardements, donc 100, ils font 300 bombardements par jour. Il y a 100 bombardements par jour qui sont menés avec des bombes d'une tonne. Une bombe d'une tonne, c'est fait pour voir un immeuble de 4 étages s'effondrer en une seule fois. Je suis désolé, mais ce n'est pas une arme pour cibler, c'est une arme de destruction. Je ne vais pas dire massive, mais c'est une arme de destruction. Donc, on le sait par les médecins qui reviennent de la bande de Gaza, que l'essentiel des blessures, ce sont des gens qui se sont retrouvés sous ces immeubles effondrés. Ce sont des gens qui ont été brûlés, ce sont des gens qui ont été explosés. Et c'est qui ? Ce sont des familles. Donc, mais on ne peut pas mener... Enfin, moi, j'ai honte quand Benyamin Netanyahou essaie de nous faire croire que c'est une guerre ciblée contre le Hamas qu'il mène, alors qu'avec les munitions qu'il fait utiliser par son armée, c'est une guerre de destruction. Pas de génocide. Parce qu'il y a sans doute entre 70 et 80 000 morts à ce stade. On met toujours en avant le bilan du Hamas, mais je rappelle que le Hamas ne fait que tracer les morts qu'il est capable d'authentifier. Et par ailleurs, on oublie de compter les maintenant pratiquement 15 000 disparus que compte aussi le Hamas. Mais si on regarde la puissance des bombardements, ce qui s'est passé pendant les 3 premiers mois, parce qu'on est dans une zone très densément peuplée, on tourne à 9 000 morts par mois. Donc c'est simple, on est au 9e mois, on est entre 70 et 80 000 morts. C'est gigantesque, c'est plus que la bombe d'Hiroshima. Donc forcément, ça fait réfléchir au fait que pour mener une guerre contre le Hamas qu'on estimait à entre 20 et 30 000 miliciens, en fait, on a sans doute blessé et tué plus de 300 000 personnes aujourd'hui. On est dans des proportions qui sont sans rapport avec les 1400 victimes morts et disparus de l'attaque terroriste du 7 octobre. Et l'autre point, c'est qu'on parlait de la société. Alors bien sûr qu'il y a une partie de la société qui veut absolument qu'on respecte le droit international, mais il y a aussi une grande partie de la société israélienne qui a cru dans les mensonges de Netanyahou, qui a fait l'union sacrée parce qu'il s'estimait attaqué, et qui aujourd'hui est pétrifié de comprendre qu'en fait, Netanyahou n'a jamais eu pour objectif de sauver les otages. Et ça, je pense que c'est ça qui va le faire chuter, c'est qu'il a trop menti aux Israéliens, et on sait que dans la culture israélienne, un otage, c'est sacré. On doit tout faire pour le sortir. Même si on doit l'échanger contre 1000 prisonniers palestiniens, on doit récupérer un otage. Aujourd'hui, sur les plus de 110 qui sont officiellement aux mains du Hamas, on pense qu'il y en a entre
40 et 50 qui sont encore vivants. C'est sans doute le grand maximum. Et là, si Netanyahou avait accepté le projet de Biden, les Israéliens auraient pu récupérer non pas 4 otages, mais 40. Et ça, c'est inacceptable pour les Israéliens. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des manifestations de plus en plus importantes en Israël, de gens qui comprennent que Netanyahou leur ment depuis le début, sans doute depuis des années, et que donc il faut le sortir du pouvoir avant qu'il mette Israël dans une situation, injustifiable. Non, juste pour rajouter un petit mot concernant la proposition de Biden, donc, qui a été, on peut dire en quelque sorte, entérinée par le Conseil de sécurité grâce à la résolution qui est passée le 10 juin dernier. Il semblerait que Israël s'est engagée à la respecter. C'est pas la première qu'elle s'engage à respecter. Et qu'elle ne respecte pas vraiment. Voilà, y compris les accords d'Oslo. Mais voilà, disons que c'est un signe plutôt positif, avec donc 3 étapes, qui impliquent un cessez-le-feu et la libération des otages, puisque la prise d'otages est également interdite par le droit international humanitaire, je le rappelle, même si ça va sans dire. Et donc, cette résolution, à part une abstention de la Russie, elle semble quand même aller dans la bonne voie, être soutenue par la plupart. Et puis, pour une fois, il n'y a pas de veto, puisque c'est quand même la proposition de Biden qui est à l'origine de cette résolution. Donc, on va voir ce que ça donne. Peut-être que cette... Mais qu'est-ce qui aurait changé dans la tête de Netanyahou entre deux ? Alors, dans sa tête, je n'y suis toujours pas. Toujours pas dans sa tête. Mais la situation n'a pas changé en réalité. Mais peut-être que la situation n'a pas changé, mais peut-être que la diplomatie américaine s'est un peu renforcée, je ne sais pas. Mais j'imagine que ça fait partie des éléments qui ont influencé cette décision. Guillaume ? À ce stade, je pense que Netanyahou fera tout pour empêcher cette résolution d'être adoptée. Parce que tout le monde est pour, sauf le Hamas et Netanyahou. Le Hamas, parce qu'ils l'ont dit, eux, leur objectif, c'est de s'installer dans un état de guerre permanent contre Israël. Et Netanyahou, parce que si la guerre s'arrête, il est obligé de rendre des comptes à la société israélienne et il se fait clouer au pilori. Donc en fait, les deux veulent continuer la guerre. Pour moi, Netanyahou, en tout cas, c'est les signes qu'il montre depuis maintenant 3 semaines que Joe Biden a fait cette proposition. Il fait tout pour faire chuter ces propositions systématiquement. Et manifestement, ce qu'il appelle de ses voeux, c'est de pouvoir tenir jusqu'à l'élection présidentielle, persuadé qu'il est que Donald Trump serait élu et qu'il aurait son soutien éternel. Et on le voit actuellement dans sa relation avec le Liban. Alors que l'Iran... On n'a pas encore parlé du Liban. Manifestement, montre bien qu'il ne souhaite pas escalader pour plein de raisons, mais l'Iran a renoncé à escalader dans la guerre. C'est Netanyahou qui essaye de déclencher une guerre contre le Hezbollah au Liban. Pourquoi ? Parce qu'il voit bien que son opération à Gaza, à un moment, va finir par s'épuiser et que de toute façon, normalement, il a mis 3 mois à chaque fois pour détruire un tiers de la bande de Gaza. Ça fait 1 mois et demi qu'il a commencé sur Rafah, 1 mois, on va dire. Normalement, d'ici fin juillet, début août, il n'aura plus rien à détruire. Et donc, s'il n'a pas une autre guerre, un autre conflit pour rester au pouvoir, il perd le pouvoir. Et je pense qu'actuellement, la grande inquiétude des Américains, c'est pour ça qu'ils ont dépêché un envoyé spécial pour discuter de ça, c'est que Netanyahou enclenche une guerre contre le Liban. Et c'est aussi pour ça que son armée est de plus en plus inquiète, parce que son armée sait pertinemment qu'elle ne peut pas soutenir une telle guerre, que c'est beaucoup trop après ce qu'ils ont fait dans la bande de Gaza, et qu'en plus, ça met la société israélienne par terre. Parce que l'armée israélienne est une armée de mobilisés. Israël ne peut pas vivre avec 400 000 personnes sous les drapeaux. Ça fait déjà 8 mois que ça dure. L'armée a été réduite en termes de nombre d'engagements. Mais l'effort humain, financier et je vais dire économique qui est demandé est absolument colossal. Et en plus, c'est là où on se dit qu'on vit dans un monde à l'envers. On a l'impression d'être face à Donald Trump. Netanyahou se permet de critiquer les Américains parce qu'ils ne lui livrent pas assez de matériel. Et là, on a vraiment l'impression, on est dans la vérité alternative, quoi. On a l'impression de voir Donald Trump tenter un coup d'État et expliquer que c'est pour sauver les États-Unis. Là, ce que fait Netanyahou est, à mon avis, aujourd'hui, totalement insupportable. Il est en train de mettre Israël dans un corner. C'est lui qui met en danger
l'avenir d'Israël, et sans compter qu'au passage, ce sont les Palestiniens qui en font leurs frais. Il est 20h sur Info, c'est déjà l'heure du mot de la fin. C'est pour vous le mot de la fin, Colline ? Pour moi, alors le mot de la fin, je dirais qu'il n'y a qu'un seul mot qui me vient en tête, c'est qu'il faut qu'une seule phrase, c'est qu'il faut que ce conflit cesse, parce qu'on peut envisager toutes les mesures d'atténuation et les pansements sur une jambe de bois. Il n'empêche que le plus lourd tribut a été payé par les populations civiles, qui doivent être épargnées dans tous les conflits armés, et ça n'est pas le cas. Et donc pour revenir à notre sujet de départ, c'est-à-dire la pause tactique, on est, encore une fois, je me répète, très loin du compte. Et la reconstruction, y compris pour la santé mentale, les infrastructures, etc., civiles, la reconstruction va être extrêmement longue. Guillaume Ancel, le mot de la fin aussi. Oui, je vais faire simple. Cette pause tactique, c'est une farce politique. Parce qu'en fait, les acteurs qui sont engagés dans cette guerre ne veulent pas en entendre parler. Et ce qui est dramatique, c'est qu'en refusant cette pause tactique, Netanyahou montre à son armée qu'il est incapable de l'écouter. Même quand celle-ci lui dit maintenant, il faut s'arrêter, on ne peut pas aller plus loin que ça. Donc je pense que c'est l'illustration de ce qu'est un extrémiste. À un moment, en France, on s'interroge sur ce que feraient des extrémistes s'ils arrivaient au pouvoir. S'ils veulent essayer un truc qu'ils ne connaissent pas, comme le disaient tout à l'heure les intervenants, un truc qu'ils n'ont jamais essayé, ils n'ont qu'à regarder du côté Netanyahou. Voilà comment termine un gouvernement extrémiste. Merci Guillaume Ancel, merci Colline Bétou. 20h01, passé de 40 secondes, on finit un petit peu en retard. On a commencé un petit peu en retard. Merci à tous les deux d'avoir répondu aux questions du chat, tentez d'y répondre, d'avoir répondu en tout cas à mes questions. Merci à vous, bien sûr aussi, dans le chat, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, qui êtes chaque fois plus nombreux, on s'en félicite, même si l'actu est un peu chargée, un peu lourde en ce moment. Merci pour vos coups de gueule, merci pour vos sympathies, merci aussi bien sûr à ma droite à Cyril Balta à la Réal, merci à Steph Berlu au visuel là-haut au 4e étage à France Info, merci à Jérém à la Modé qui a beaucoup de boulot en ce moment, parce qu'il est tout seul pour vous lire, pour vous censurer parfois, parce que vous n'êtes pas toujours très gentil, mais aussi pour vous lire et puis pour vous répondre. Merci Jérém pour ta patience et ta diplomatie, merci à Joey bien sûr à la programmation, qui remplace Mathis qui est parti en vacances, parce que Mathis parfois prend des vacances. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, le stream est disponible en replay sur Twitch, il est aussi disponible en replay sur YouTube, et il est aussi disponible en replay sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr pour ceux qui voudraient le réécouter avec les oreilles, puisqu'à la maison de la radio, on fait écouter parfois du son. En tout cas, c'est encore le cas. Vous pouvez retrouver les 2 heures de stream sur la plateforme de Radio France, la plateforme de podcast. Prochain stream jeudi prochain. On sera 3 jours du premier tour des élections législatives. Vous pouvez d'ailleurs déjà noter sur vos agendas que ce dimanche soir-là, on sera en direct pour 3 heures de stream pour commenter le résultat de l'élection. Donc notez bien ces 2 rendez-vous. Un jeudi prochain, 18h, 20h. Puis dimanche de la semaine prochaine, 20h, 23h. Pas vraiment de bonne heure, mais j'espère de relative bonne humeur. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Salut.